Faut faire attention. Ouais, le top, c'est. Il ne faut pas faire poser son verre comme ça de façon violente, c'est proscrit. Exactement. Bon, écoute, Arnaud, c'est parti. Hein. C'est parti. Bon, salut Arnaud. Salut Martin. Ravi de te recevoir chez nous aujourd'hui, cette petite journée. Ravi d'être là, grisonnante. Ouais. En avril ne te découvre pas d'un fil, comme ils disent. Exactement. Je suis très content de t'avoir. On a déjà eu la chance, là, juste avant d'enregistrer ce podcast, d'échanger un peu, et parce qu'on se connaît depuis quelques années. On a fait un pré-podcast avant le podcast, mais tous les sujets ne seront pas abordés ici. Non, on n'aura pas le temps. Malheureusement, c'était passionnant. C'est toujours un plaisir de te croiser. Mais ça me fait un plaisir de te recevoir sur Immoral. C'est la première fois qu'on enregistre sur Immoral. On a déjà fait un podcast ensemble sur le tien qui s'appelle Des briques et des brocs. Des briques et des brocs. Podcast plutôt sur le fonctionnement du monde immobilier pour apporter un peu d'éducation financière notamment. Donc je vous invite vivement à aller consulter ça sur, j'imagine, toutes les plateformes. Exactement. Je sais que moi je l'ai trouvé sur Spotify. Je suis Spotify addict. Voilà, personne n'est parfait. Mais avant d'en savoir plus sur toi, j'ai te demandé de te présenter. J'ai une petite question. C'est qu'est-ce que tu as prévu de faire quand tu seras à la retraite, Arnaud? Oh la vache, la question surprise que tu m'avais pas préparée. Qu'est-ce que j'ai... Alors c'est vrai que c'est une question assez rigolote dans le sens où on s'attend... on lit beaucoup de choses sur la rente, la retraite très tôt. Et c'est vrai que la retraite, elle est souvent associée un peu au farniente. En mode... Ouais, on va se mettre à pêcher, on va vivre au bord d'une rivière. Tu pêches déjà aujourd'hui? Non, je pêche pas du tout. Et je pense que j'aime pas ça en plus. J'ai aucun lien avec les cours d'eau et la mer. Moi, je suis plutôt un montagnard. Et c'est vrai que l'idée de rien faire, elle me plaît pas. Okay. Elle me plaît pas. Donc l'idée que je vais pouvoir être chez moi à rien faire, ça m'intéresse pas beaucoup. En fait, tu es un hyperactif, toi tu sais jamais rien faire, tu t'arrêtes jamais. Ouais, alors j'aime bien rien faire. J'aime bien rien faire, mais peut-être que je m'ennuie un peu vite et peut-être que je me sens un peu inutile au bout d'un moment si je fais rien. Et en fait, je me dis, la retraite, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être je me dis, c'est un peu trop dommage d'attendre d'être à la retraite pour faire des choses qui me plaisent. On parlait vélo tout à l'heure, se faire des grands trips à vélo, faire des randos à ski. En plus, quand tu es à la retraite, si tu es vieux, tu as un peu moins la forme physique, donc c'est un peu moins chouette. Donc autant essayer de le faire tout de suite. Après, il y a un moment où je dirais qu'en vieillissant, peut-être que physiquement, cognitivement, tu es un peu moins apte et peut-être que tu peux avoir un rôle un peu différent dans la société. Alors, peut-être que j'aurai des petits-enfants et je pourrais m'en occuper, peut-être que je pourrais m'occuper d'autres personnes. Et moi, après, cela dit, je pense que ça arrivera relativement tard, cette histoire de retraite. Ouais, cette histoire de retraite où je me dis, j'aimerais bien rester actif en fait assez longtemps. Assez longtemps, le plus longtemps possible. Et plutôt que de me dire, il y a un moment où j'aurai du temps, me dire, essayer de trouver du temps maintenant, et histoire d'avoir du temps et une activité le plus longtemps possible. Donc tu es en pré-retraite là en fait. Tu trouves du temps. Je crois que tu pars en plus là, tu pars en vacances, c'est ça là, tu pars en... Ouais, je fais un Paris-Marseille en vélo. Génial. Alors moi je viens d'avoir 40 ans. Et je cherchais à définir quelle serait ma crise de la quarantaine. Alors souvent on associe ça à l'achat d'une voiture de sport ou un craquage, et je me suis dit ça me ressemble pas tant que ça. Acheter un bel objet, bon, fine, quoi. Mais je préférais associer ça à un défi un peu sympa, une aventure un peu chouette, en disant est-ce que tu seras content de raconter que tu as fait ça? Quand même un peu. Fier. Ouais, un peu fier. Tu peux l'être. Alors, je ne l'ai pas encore fait, donc attention. Tu vas pouvoir l'être. Il y a un projet. Voilà, il y a un projet. On va faire ça en 6 jours à 150 bandes par jour. J'ai embarqué des copains qui vont aussi passer la quarantaine cette année. On s'est mis au vélo il y a quelques temps en découvrant le gravel. Voilà, Vous le faites en gravel là, avec les sacoches et tout du coup? Ouais. C'est très. Après, c'est très roulant, donc c'est pas très sentier. T'évites au maximum les nationales et tout, j'imagine. Oui. C'est pas vraiment notre délire de se retrouver à se faire frotter les mollets par des voitures. Non, on aime bien se retrouver un peu à l'écart, au calme, et on a fait un test. on a fait un Fromentine Bordeaux cet été.
dans la canicule. Donc, Fromentine, c'est la ville où il y a le port pour aller à l'Île-Dieu, où c'est juste à côté de Noirmoutier pour situer. Donc il y a 450 km. Et là c'était un vrai délice parce que ça s'appelle la Vélodyssée. Et tu es entre forêt, bord de mer, en Charente-Maritime, tu es dans les champs. Il y a des passages un peu ennuyeux, mais quand tu fais 10 heures de vélo par jour, il y a des moments où c'est pas fun, il faut l'admettre. Et donc on a fait ce test et on s'est dit, voilà, alors il y a aussi des parcours qui s'appellent Gravelman. Donc, je sais pas si tu connais. C'est des parcours très engagés de 350 bornes à chaque fois, ou en gravel ou en course, en vélo de route, qui sont assez physiques et tu as 2 jours et demi pour les faire. Et là, on a fait le Paris-Deauville en septembre. Bien entraîné pour ce qui vous attend. Ouais, je pense que l'entraînement à rouler 10 heures sur ton vélo, c'est comme le marathon. Tu fais pas des marathons pour t'entraîner à faire un marathon. Et donc ça va être sympa, on va se retrouver entre copains, voilà. Et vous aurez le temps sur le vélo de penser à la retraite. Alors, du coup, exactement. Et je pense on va parler les 2 premières heures et après on va souffrir, donc on sera tous dans notre grand fort intérieur pour introspection pour essayer de se retrouver. Et donc mais la retraite, ça va être un sujet parce que avec 2 copains, dont 2 qui annoncent qu'ils ne travailleront pas toute leur vie. Et c'est vrai que qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas, quoi. Est-ce que tu travailles quand même indirectement? Est-ce que tu te rends utile pour les autres? Ou est-ce que tu es complètement égocentrique et tu restes chez toi à regarder la télé? Ouais, c'est ça. Non, il y avait plein de sujets. Donc pour reprendre ton point, c'est la retraite, c'est un sujet un peu un peu lointain et que j'arrive pas à bien conceptualiser. Un concept. Ouais. Non, mais on a beaucoup cette vision de la retraite de t'as bûché pendant 40 ans et après c'est bon, tu peux te reposer. Mais je me dis c'est un peu dommage de louper 40 ans de sa vie à subir ton travail pour ensuite éventuellement profiter alors qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Donc peut-être qu'il faut trouver un mix des deux où tu peux profiter et travailler. Et, 100% convaincu. Voilà, après c'est une vision. C'est work hard, play hard, quoi. Et mets à fond dans ton boulot, dans tes projets, et effectivement après avec un équilibre toujours à trouver où tu arrives à quand même compartimenter et faire des choses aussi à côté. Après on a des métiers qui ne sont pas physiques. On n'a pas un épuisement physique qui fait qu'à un moment il faut s'arrêter. Donc c'est aussi la beauté du truc. C'est sûr. On parle de métiers, effectivement, toutes les activités professionnelles ne sont pas confrontées au même. On n'est pas tous égaux, Ok, bon. Mais effectivement, avant de se projeter dans le lointain, dans la retraite, Arnaud, ce que je te propose, c'est de te présenter, de nous dire qu'est-ce que tu as fait avant, qui es-tu entre 0 et 40 ans. Alors, je te laisse la parole. Ouais, comme toi, j'ai fait le STP. Je suis ingénieur, je suis sorti en 2006. Je suis ingénieur et j'ai commencé par être ingénieur route et pont. J'avais une spécialisation route et ouvrage d'art. Je suis allé à Madagascar pour travailler pendant 2 ans où j'ai rénové une route. Mon idée, c'était... moi, j'ai grandi en région parisienne. C'est une route, non, il n'y a pas d'autoroute à Madagascar. C'est ce qu'on appelle la Nationale 7 qui descend, qui traverse le pays. Qui correspond à une grosse départementale chez nous, et encore. Okay. Mais après ton passage, c'était oui, c'était une cathédrale, voilà, exactement, avec des panneaux, la signalisation. Pendant mon parcours scolaire, donc moi j'ai grandi en région parisienne, j'ai fait mes études entre Paris et Cachan, à l'époque où le STP était entre Paris et Cachan, et j'avais un peu envie de voyager en me disant, l'Afrique, continent vaste, avec plein de choses à découvrir, dont on dit beaucoup de choses, et j'avais envie de me rendre compte sur place. Alors, en plus, il y a un peu le fantasme de l'expatriation où tu te retrouves en brousse à vivre dans un Algeco avec ton pick-up au milieu de nulle part, et ça me faisait, ça te faisait fantasmer. Ouais, clairement. Ta première expérience à la sortie de l'école. Exactement, donc j'ai dégoté un VIE à Madagascar. Alors, sur un chantier routier, il faut savoir qu'il y a un début, une fin, et que généralement on te met au milieu. Moi, c'était un chantier sur la côte Est, alors je me suis dit, bon, chouette, côte Est, il y a la côte Est, donc il y a la mer pas très très loin. On me dit, non, mais alors la côte Est, dans ce coin-là du monde, en fait, la côte Est, c'est juste l'endroit où tu n'as pas envie d'être parce qu'il y a des vagues, il y a des requins, tu ne te baignes pas, l'eau est sale.
Je fais bon, ok, donc bord de mer, on va juste profiter de l'air marin. Et non, non, mais tu vas pas dormir, enfin tu vas pas loger au bord de mer. Tu vas être, tu vois le début, tu vois la fin. Là, on va se mettre à peu près au milieu, on va prendre un bulle, on va raser quelques arbres et on va se poser là, quoi. Donc tu es vraiment littéralement au milieu de nulle part. Et c'est une époque où il y a le GSM, on appelait GSM à l'époque, était pas, voilà, était pas surdéveloppé, donc je devais avoir, je devais avoir l'équivalent d'un Nokia avec 10 textos à envoyer. Et il fallait que j'aille avec mon pick-up en haut de la montagne tendre le bras pour passer un coup de fil. Bon, en fait, j'en avais pas vraiment besoin, mais j'avais réussi à en obtenir un parce que ça permettait d'appeler un petit peu mes parents de temps en temps. Et j'ai passé un moment, 2 années incroyables, à vivre dans mon pick-up et dans ma baraque de chantier, avec juste à côté de la carrière, là on concassait les granulats parce que tant qu'à faire, autant vivre à proximité de tout, et de la carrière qui se lance à 5h du mat, qui fait un bruit pas possible avec les explosifs quand tu pètes les gravats. Enfin, voilà, j'ai pu manipuler les engins de chantier, un rêve de gosse aussi, la pelleteuse, le bulldozer. Ça c'est. Je vois tes. Vous ne voyez pas, mais il y a la lumière dans ses yeux qui s'allume quand il parle de bulldozer. Ça a l'air vrai. Je suis un enfant au fond. Et j'ai vraiment vécu 2 super années. Alors, je me suis fait pousser les cheveux pendant 2 ans, je ressemblais à rien. Je me disais, tiens, je suis sur mon pick-up à écouter AC/DC au fin fond de la brousse. Vraiment, j'ai trouvé ça chouette. Et ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, c'est là où j'ai commencé à apprendre que les business plans, je n'étais pas bon pour les faire. Je me suis dit, sorti d'école, je vais faire 10 ans d'expat. Tu auras roulé un peu ta bosse, tu auras vu plusieurs pays. Et au bout de 2 ans, en fait, je me suis dit, l'expat, c'est bien, mais où tu le fais toute ta vie, où tu arrêtes là. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Il y a un moment, c'est trop dur de rentrer parce qu'on ne travaille pas de la même manière à Madagascar, en France. On ne vit pas exactement la même chose. Et je me suis dit, bon, et puis il y a un peu le mal du pays, tes copains qui commencent à vivre leur vie, à se marier, avoir des enfants. Pas tous, parce que c'était assez top à l'école. Je me suis dit, est-ce que tu continues de t'éloigner? Est-ce que tu te rapatries? Et puis j'ai. Il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix, et j'ai un copain en parallèle qui faisait un master finance à l'ESCP. Et qui, pour de très mauvaises raisons, m'a mis des étoiles dans les yeux, en me disant, ça a l'air trop bien son métier. Et en plus, il a l'air de bien gagner sa vie avec ça. Ça a l'air top. Donc je me suis dit, je vais m'inscrire à ce master finance. Je suis rentré pour passer les oraux de Madagascar, donc j'ai fait un aller-retour assez court, et j'ai passé les oraux, donc j'ai débarqué un type avec les cheveux longs, un peu blondis par le soleil, tu vois, un peu bronzé, qui raconte qu'il rentre de Madagascar pour passer les oraux pour se reconvertir dans la finance, donc j'étais un tout petit peu ovni. Et j'ai eu, donc je suis rentré dans ce master finance, j'ai pu faire ce master finance et démarrer un job d'analyste financier à Londres, et tout ça va nous amener à l'immobilier, t'en rappelles. T'en fais pas. Je suis arrivé, donc j'ai commencé mon stage, je pense, en 2008, genre septembre 2008. Bon, ouais, exactement, c'est le timing de la fin du monde financier, où les subprimes explosent, les man explosent, la banque Lehman Brothers explose en plein vol. Et nous, on se retrouve la promo sur le marché du travail à ce moment-là, et on se dit, ok, cool, bon début, quoi. Et bon an, mal an, je trouve un job d'analyste financier chez Exane dans la partie Building and Materials, donc plutôt la partie construction. Projet d'infra. Ce qui était hyper logique par rapport à l'expérience BTP, BTP plus finance, ok. Et je me souviens, j'étais avec un copain qui m'avait dit, tiens, je t'emmène à Londres avec ma voiture et tes affaires, hyper sympa. Donc on est sur le trajet dans sa Polo avec chargé, on va prendre le ferry. Tout en déménagement. Voilà, je ne veux pas grand chose non plus, mais bon, c'était plus un road trip qu'autre chose. Et pendant ce trajet, j'ai un coup de fil du directeur de la recherche d'Exane qui me dit, au fait, alors on est un peu embêté parce qu'on a recruté le type qui était stagiaire en Building Materials, du coup il est analyste, on n'a plus besoin de stagiaire. Et je me dis, attends, c'est quoi le signal que tu m'envoies? Et il dit, par contre on a une place en real estate, mais il faut repasser les entretiens. Donc je suis un peu agacé en me disant, bon, j'ai fait tout le parcours, j'ai passé les entretiens, ça marchait là. Tu es en train de traverser la Manche. Ouais, je suis quand même en train de venir. Donc. Et là il me dit, vous allez passer les entretiens pour le real estate, mais le real estate et la construction, c'est pareil, quoi.
je connaissais pas trop le monde de l'immobilier. Moi, j'étais un type du BTP. Voilà, je connaissais le béton, l'acier. Exactement. Donc, à côté d'un perforateur, pour un immobilier, c'était un peu loin, quoi. Et donc, je rencontre les types de l'équipe real estate avec qui on s'entend très bien, et qui me disent non, ok, on te prend. Et donc, je garde toujours en tête cette phrase de, tu vois, l'immobilier et la construction, c'est la même chose, quoi. Deux trucs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et ça me fait toujours marrer. Et c'est là que j'ai commencé donc, pour dire que je suis un peu arrivé dans l'immobilier par hasard, quoi. Enfin, par hasard. Un coup de fil. Voilà, un coup de fil dans une polo en traversant la Manche. J'ai découvert l'immobilier un peu par hasard en me disant, bon, bah, de toute façon, maintenant que je suis là, je vais pas te dire non, le marché est un peu difficile, un peu tendu, donc prends, tu verras. Et je commence à découvrir ce que c'est que l'immobilier commercial, donc les centres commerciaux, les grands agrégats, les chiffres de l'immobilier commercial, qu'est-ce que c'est qu'un loyer, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'occupation, qu'est-ce qu'un centre commercial, comment ça marche une foncière. On me met sur des modèles financiers sur Excel avec 12 onglets. Donc là, concrètement, le boulot de ton équipe, c'est quoi Alors, le boulot d'analyste financier en equity research, c'est d'analyser les sociétés cotées, de lire leur reporting, de discuter avec le management et de suivre leurs résultats tous les trimestres, puisque généralement il y a des publications trimestrielles, pour dire la société, on pense qu'elle va monter, on pense qu'elle va baisser. À partir de là, tu produis une note d'analyse, une note d'equity research, où tu donnes ta recommandation. Tu dis, moi je pense que le prix de l'action il va faire plus 10% ou moins 10%. Donc tu donnes un avis, tu diffuses à tes investisseurs et à partir de là, eux passent des ordres à la salle de marché. Et c'est là où il y a des commissions qui rentrent et qui permettent de faire la rémunération. Donc ton boulot, c'est un boulot intellectuel de comprendre un business, de comprendre ce que veut dire le management, de faire évidemment un beau fichier Excel avec plein de chiffres qui te permettent d'argumenter en faveur ou en défaveur d'une évolution de prix. Okay. Donc vous faisiez ça exclusivement sur les sociétés cotées en immobilier? Oui, exactement. Donc des Unibail, des Clépierre, toutes ces sociétés qui font de l'immobilier commercial, qui font du bureau, du centre commercial principalement, à la marge de la logistique. Parce que en 2008-2010, le monde de la logistique n'avait pas encore explosé. C'était un peu le parent pauvre de l'investissement. Puisque la logistique c'était des centres de tri au bord de l'autoroute, pas sexy du tout. On n'avait pas encore tout le e-commerce qui s'était développé. Donc j'ai commencé à travailler là-dedans, à comprendre la modélisation, la finance. J'ai appris énormément de choses. J'ai alimenté des bases de données, donc il fallait aller chercher des chiffres, il fallait contacter des gens, comprendre ce que voulaient dire les chiffres. Comprendre qu'il y a une société qui détient l'immobilier, il y a la valeur de la société et la valeur de l'immobilier. Ce qui est un concept, tu vois. Tu dis, pourquoi ça vaut pas la même chose? En fait, il y a plein d'explications. Et puis ça m'a fait une vraie culture financière et immobilière où je regrette absolument rien parce que. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 2 ans. Voilà. Okay. J'ai fait ça 2 ans et après mon boss de l'époque chez Exane me dit bon écoute j'en ai un peu ma claque là, je vais monter une boîte en France, je vais faire une boîte de conseil, je vais conseiller le management des sociétés immobilières cotées sur leur communication financière, ça va être le point d'entrée pour faire des missions de conseil, plein de choses. Et il me dit est-ce que ça te dit de monter à bord? Et là je me dis et il me propose plus ou moins de monter la boîte avec lui. Et je me dis, j'ai pas 25 ans, je m'étais dit que je monterais une boîte un jour, donc c'est le moment. Allez, donc on y va. On quitte Londres, on rejoint Nice, du coup, puisque lui habitait Nice, et on a fait en mode garage, on va dire. On était dans un garage à Nice. Voilà, dans une petite maison à Nice. Et on s'est dit, lui, il a sa maison là, ça ne permet pas de payer le loyer, on démarre, on attend d'avoir un peu de cash flow pour se structurer. On arrive à avoir une ou deux missions de conseil, et là, on se dit, c'est le moment de remonter à Paris. Et au bout des bureaux, rue de la Paix, je me souviens, on avait trouvé une sous-location. Ah oui, c'était des super moments quand tu sors du RER à Opéra et que tu vas travailler rue de la Paix, c'est plutôt pas mal. Donc cette aventure s'est terminée parce que un moment où on a eu des priorités qui ont divergé, dans le sens où mon ancien boss, qui était mon associé, moi j'étais extrêmement minoritaire bien sûr dans la société,
je dirais, rebattu les cartes de sa vie en se disant j'ai beaucoup bossé jusque-là, j'ai envie de passer un peu de temps pour moi, construire une vie, une famille. Donc il voulait se recentrer sur Nice. Moi je n'avais pas la maturité, ni l'expérience, ni le réseau pour continuer un peu tout seul. Donc bon, ça je l'ai su un peu après. Enfin, je m'en suis rendu compte un peu après. J'y ai cru, je me suis un peu accroché, et puis je me suis dit bon, non, ça marche pas. Donc je suis retourné bosser dans le grand capital. Je suis allé bosser chez BNP dans la partie SCPI. Voilà. Donc je faisais de la communication financière avant, donc je leur ai dit moi je sais faire de la communication financière, et je cherchais quelqu'un pour la communication financière. Ça tombait bien. Et donc j'ai bossé 3 ans là-bas. 3 ans là-bas. Communication financière, responsable de la communication financière des fonds SCPI, OPCI de BNP Paribas Real Estate. Vous publiez tous les trimestres, résultats. Donc là, finalement, j'étais de l'autre côté, mais sur du non-côté, sans jeu de mots, où on doit publier des informations. C'est des fonds qui sont réglementés, donc tu publies un certain nombre d'informations comme le taux d'occupation, les acquisitions, les cessions, des informations financières. Et donc, je gérais tout ça sur une vingtaine de fonds. Donc c'est un métier qui s'organise assez bien, puisque tu récoltes de l'information, tu la mets dans des documents, tu vérifies que tu ne dis pas de bêtises, et puis tu transmets. Donc c'est assez normé, il n'y a pas énormément de surprises. Donc j'ai plutôt pas trop mal vécu ce moment-là. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai un peu découvert le vélo taf. Le vélo taf. J'habitais dans le 15e et les bureaux de BNP étaient ici les Moulineaux. Et parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Arnaud est aussi un grand cycliste qui a je ne sais combien de vélos, qui pratique le vélo à Paris depuis du coup. On n'a jamais assez de vélos. Ouais. Pour tous les usages. Ouais. Et j'ai découvert le vélo taf en me disant j'ai 3,5 km à faire, là je le fais en voiture parce que ça me semblait être pratique, il n'y avait pas trop de transport en fait, c'était un peu la taille de mon transport. Et je me suis dit ça m'a l'air quand même beaucoup plus logique d'y aller en vélo en termes d'efficience. C'est juste 12 minutes en vélo, en voiture, déjà, c'est la queue pour rentrer dans le parking. Il faut se garer, il faut avoir un parking, tu brûles de l'essence, tu arrives, le moteur est à peine chaud. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Et je me dis, je vais essayer d'y aller en vélo. Et à chaque fois, je mettais 12 minutes pour y aller, 12 minutes pour revenir. Je faisais un tout petit peu de sport. Je me suis dit, c'est quand même pratique de se déplacer en vélo finalement. Et à partir de là, je me déplace quasiment exclusivement en vélo maintenant à Paris. Donc c'est là où tu as commencé ta carrière sur le Tour de France, etc. Exactement, voilà. Non, plus sérieusement, du coup, toi, là, à ce moment-là, tu sais construire une route, tu sais aussi, j'imagine, valoriser des actifs. Je construis un petit background d'immobilier, de finance immobilière. Et en parallèle, ce que j'ai pas dit, j'ai commencé à donner des cours aussi. J'ai commencé à donner des cours. Émérite. Exactement. J'ai commencé à donner des cours d'une façon assez surprenante. Donc j'ai fait le master finance de l'ESCP. En tant qu'ancien de l'ESCP, peut-être que tu l'as fait aussi, tu as le droit de faire passer des oraux. Tu sais passer les oraux d'entrée, c'est ça? Ouais, d'entrée du master. Ouais. Parce qu'il y a toujours un ancien du master. Et j'avais adoré le prof de finance à l'époque là-bas. Je le recontactais en disant, vous cherchez des gens, moi ça m'intéresse. Et du coup, j'ai commencé à faire passer les oraux. Et à cette époque, je regardais les cursus, je me disais, c'est marrant, à l'ESSEC, ils ont l'air d'avoir une chaire immobilier un peu solide. À HEC, il me semblait qu'il y avait aussi un cursus immobilier. Et je regarde à l'ESCP, et je lui dis, non, l'ESCP, vous n'avez pas. Il me fait, oui, bon, il y a un cours, mais effectivement, il ne tourne pas. Mais tiens, t'as qu'à t'en occuper. Je suis un peu sur le cul. Je me dis, ok, mais c'est quoi donner un cours? T'as un module de 15 heures, t'as 2-3 trucs à respecter, on te donne le cahier des charges, mais vas-y. Et je me dis, franchement, pourquoi pas, mais un peu saut dans le vide, quoi. Je sais pas ce que c'est que de donner 15 heures de cours à des élèves sur un secteur que je connais un peu, mais pas non plus de façon pléthorique. Et donc je me dis, allez, faut se faire violence. Donc vas-y, commence à donner des cours. Et là, on m'ouvre un cours de 15 heures à l'ESCP. Et ça, c'était quand? Ça devait être vers 2000. Tu étais chez BNP déjà? Ouais, j'ai commencé un tout petit peu avant. D'accord. Donc je pense que c'était 2011. Ouais. Ok. Ouais, par là. Et donc, faut travailler sur un cours. Donc, alors j'ai acheté tous les bouquins de finance immobilière que j'ai trouvés. Il y en a assez peu en France à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, pas toujours non plus énormément. J'ai acheté les bouquins américains, je ne m'y suis pas luché, j'ai écrit mon cours. Je me suis dit, bon, tiens, ça doit bien tenir en 15 heures.
je commence ma première session de 3 heures. Au bout de 3 heures, j'avais dit tout ce que je pensais dire en 15 heures. Donc, et le prochain cours, il est quand? Il est la semaine prochaine. Bon, il va falloir travailler, quoi. Donc effectivement, peut-être que le premier cours que j'ai donné n'était pas terrible et il s'est amélioré dans le temps. Voilà, on peut comprendre. Ça m'a rendu vachement plus indulgent auprès des professeurs. Ouais. Et donc en parallèle, je commence à donner des cours. Donc j'en suis à la BNP. Je commence à donner des cours, le vélo, voilà, je suis par là. Et au bout de 3 ans à la BNP, d'ailleurs pendant que j'étais à la BNP, le responsable, le directeur du master GSIC de la Sorbonne m'appelle. Alors à l'époque, j'avais un bureau avec un fixe, un truc qui me paraît complètement surréaliste maintenant. J'avais un fixe. Le fixe sonne et je décroche. Je dis bonjour, Guillaume Chanson, directeur du master GSIC. Je vois que vous donnez des cours. En plus, à l'époque, j'avais coécrit un bouquin sur la finance immobilière avec le professeur de finance de SCP. Il me dit on a un prof là qui est en train de lever le pied sur ses cours de finance immobilière. Est-ce que vous voulez le remplacer? C'est quoi son cours? Moi, je viens le remplacer, mais si mon cours s'adapte assez bien, ou si, voilà, je veux bien, mais dites-moi plus, quoi. Et donc, on se rend compte, on discute, et je me mets à donner des cours à la Sorbonne. Et je crois qu'au même moment, le STP développe son option de développement immobilier avec Grégory Muguet. Alors, je le rencontre en réseautant un petit peu, parce que c'était le moment où je commençais à vouloir monter ma deuxième boîte. Et, tu sais, à ce moment-là, c'est le moment où tu réseautes à mort, tu rencontres plein de gens, tu réfléchis. Je trouve des associés, voilà. Je rencontre des idées. Exactement, je rencontre Grégory qui me dit je monte une option DI, tiens, toi tu fais développement immobilier. Et donc j'ai commencé à donner des cours là-bas aussi. Donc là tu travailles à BNP, je travaille à BNP, des cours dans 3 universités, 3 écoles différentes. Ça, exactement. Tu fais du vélo, voilà. Tu dors de temps en temps. Ça m'arrive, ouais. Oui, parce que j'avais pas d'enfants à l'époque. Pas d'enfants, ok. Des grasses maths, t'as pu savoir qu'en faire. Et au bout de 3 ans à la BNP, ce qui nous amène vers 2015, on a les premières plateformes de crowdfunding qui commencent à arriver. Crowdfunding, pas forcément que immobilier, plutôt des crowdfunding sociétés, etc. On voit le truc arriver. Nous, on a les gens de WeSeed qui viennent voir la BNP. WeSeed est une plateforme de crowdfunding qui s'est mise à développer l'immobilier assez tôt. Et je rencontre. Crowdfunding, c'est les gens qui ne connaisseraient pas encore, c'est des financements participatifs. Il y a plusieurs investisseurs. Tu vas en parler plus, en particulier ou en société qui mettent au pot pour financer des opérations, notamment des opérations immobilières. Voilà. Alors nous, effectivement, il y a différents secteurs. Le crowdfunding, c'est la foule, le funding, c'est le financement. Donc on cherche à réunir tout un tas de petits investisseurs ou d'investisseurs autour de projets qui sont des projets d'investissement. Et après, il y a des sous-segments qui peuvent être l'ENR, donc les énergies renouvelables, les sociétés, les startups. Là, c'est un peu le début de la Startup Nation aussi à ce moment-là, où il y a beaucoup d'émotions et de discours autour du développement de la Startup Nation, l'entrepreneuriat. Et donc c'est le moment où tu choisis pour te lancer à nouveau, alors c'est ça? Exactement, et donc je rencontre les gens de WeSeed, je me dis ça a l'air génial ce qu'ils font, ils ont l'air de se développer, et je me dis c'est marrant parce que ce qu'ils font c'est top, mais je crois que j'ai envie de le faire moi. J'ai pas envie de venir bosser pour eux, j'ai envie de le faire moi. Voilà. Okay. Mon instinct me dit en gros peut-être que tu peux y arriver tout seul. Et donc alors comme je suis pas complètement traître, je vais à la BNP et je leur dis franchement, ça n'a pas l'air idiot ce truc. Vous avez une société de gestion, vous avez de la promotion, vous avez des investisseurs, vous avez de l'immobilier, vous savez faire de l'investissement avec les SCPI. Ce serait quand même pas idiot de commencer à regarder ce secteur. Quoi. Donc, et là, tout le monde me dit c'est génial, oui, effectivement, il faut regarder. Donc, continuez d'investiguer, faites des présentations, rencontrez les gens. Ce que je fais. Tu commences à travailler sur une mission stratégique pour la BNP là-dessus. Oui, alors très modestement, parce que j'ai ressenti plus ça comme il a l'air d'avoir une idée, on va le laisser gamberger dans son coin, puis avec un peu de chance il va oublier. Donc voilà, on lui dit pas non tout de suite, on lui dit pas oui, mais voilà, laissons-le avancer. Donc je continue à investiguer donc comme BNP Paribas Real Estate est une émanation de BNP Paribas, il faut quand même demander à la banque si on veut faire du financement, si on veut ouvrir de nouvelles lignes de métier. Et à la banque, à l'époque, ils avaient vu le crowdfunding et ils se sont dit, franchement, pas tout de suite.
c'est un secteur, il y a de bonnes chances pour que ça marche pas et on va pas se mettre dans un truc qui marche pas, en plus c'est notre réputation, risque d'image, donc franchement. Et là je vois ça un peu comme un signal, en me disant bon, ça se fera pas en interne a priori, j'ai un peu envie de le faire en externe, mais il faut que je consulte ma femme quand même pour lui dire, tu vois, j'ai bien envie de me lancer dans une entreprise entrepreneuriale, mais il y a des conséquences qui font que ça va peut-être changer un peu notre vie. Alors, je vais probablement avoir beaucoup moins, pas de salaire, quoi. Ouais. C'est quand même un élément important à partager avec la personne avec laquelle tu vis. Et je me suis dit, bon, il faut que je la consulte, évidemment, il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit tous les deux dans le même bateau. Et en fait, sa réaction m'a un peu surprise. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'attends, quoi? Enfin, vas-y, quoi. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus nuancé. En fait. Je m'attendais à quelque chose de plus nuancé, du type ok, c'est quoi les conséquences, ça veut dire quoi, ok, on aura un peu moins de revenus, peut-être pendant quelques temps, peut-être toujours, parce qu'il y a une chose que ça marche pas. Et en fait, non, on n'est même pas rentré dans les calculs financiers. C'est non, vas-y. Ouais. Non, jamais été bon. Tu vois, à la base, j'avais quand même prévu de faire 10 ans d'expat et je me suis retrouvé 4 ans plus tard à donner des cours et à travailler dans l'immobilier. Donc voilà, je me suis dit, bon bah ok, tous les signes sont verts, j'y vais, bon, et je couche quand même un BP en me disant comment ça marche le business, voilà, parce qu'il y avait un agrément à aller chercher, et enfin, il y a un agrément financier, il y a un petit peu de sous à investir quand même, et je me suis dit, bon, allez, c'est validé, et, il faut y aller maintenant, donc c'était à l'époque où The Family, avant tous les derniers événements qu'on connaît, faisait beaucoup de marketing autour de l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai regardé toutes leurs vidéos avec passion. Coup d'état. Ouais, coup d'état. C'est beaucoup d'apprentissage. La Startup 101. Donc, comment tu montes une boîte, pourquoi tu montes une boîte, la philosophie. Là, ça s'apprend. Ouais, c'est ça. Et c'était génial. C'était des heures et des heures qui avaient des vidéos passionnantes. Alors je sais plus si avant ou après j'avais acheté des bouquins de Nicolas Collin sur l'âge des plateformes. C'était vraiment fascinant. Et notamment, là où je veux en venir, c'est que il y a un sujet sur monter une boîte tout seul. Ça se fait pas. Ça se faisait pas à l'époque. C'était genre personne te recommande de monter une boîte tout seul. Disant, en fait non, ça marche pas parce que bon, déjà il y a un risque binaire, c'est que tu montes une boîte, tu te fais écraser, la boîte elle n'existe plus. Donc, on est en queue statistique quand même. Donc, mais il y a plus le côté, quand tu es à deux, tu phosphores, tu as quelqu'un qui te confronter. Sparring partner. Voilà, exactement. Et donc je me dis, ok, c'est pas bête de travailler avec quelqu'un. Donc j'en parle. Et puis, tu as l'idée de faire circuler l'information. Au début, quand tu as une idée, tu te dis, faut que je la garde bien au chaud parce que si j'en parle, on va me la piquer. Et je pourrais pas, enfin je vais me faire piquer mon idée. En fait, dans The Family, ils te disent clairement, non, ça c'est juste idiot, parce que plus t'en parles, plus tu phosphores, plus t'as d'idées. Et plus tu la matures, plus tu la matures. Ça t'en donne une nouvelle aussi. Ouais, et puis en fait, finalement, en face de toi, tu as très peu d'interlocuteurs qui vont vouloir te piquer ton idée, l'exécuter. Voilà, c'est assez faible comme chance. Quoi. Et donc j'en parle en interne, des gens de la BNP, et là je discute avec ce qui aurait été mon associé au lancement, un type qui a l'air de vouloir monter une boîte aussi, avec un tempérament entrepreneurial, avec des connaissances que j'avais pas, qui étaient plus sur le digital, le développement informatique, le marketing, SEO, SEA. Des trucs qui m'embêtaient un peu profondément. T'as pas envie de faire? Non, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Je me dis, ça a l'air clé d'avoir ces compétences dans un monde, dans une boîte qui est très digitale. Quand même. Donc je me dis, allez, et puis on s'entend bien. On se dit, ok, on a à peu près la même philosophie, on est alignés. Et je me dis, ok, je lui dis, écoute, moi je vais monter cette boîte, est-ce que tu as envie d'en faire partie, quoi? Et il me dit, banco. Donc voilà, donc ça c'était de fin 2015. Fin 2015, je crois que la société a été immatriculée en décembre 2015. Okay. Donc là, vous lancez Upstone. Ouais, exactement. Donc avec c'est quoi le pitch? Alors, on est encore un peu à la fin à la BNP, on cherche un nom, donc on se dit. Moi, j'ai annoncé à ma supérieure qui a été vraiment adorable et vraiment géniale dans l'accompagnement qu'elle a pu m'offrir sur le départ. Elle dit, elle n'a pas cherché à me retenir. Elle m'a dit, non, ok, je comprends très bien, je vois qui vous êtes, voilà, je ne cherche pas à vous retenir, par contre, si on peut vous donner un coup de main, ce sera avec plaisir. Donc,
en reparlera juste après. J'ai essayé de bosser un peu avec la BNP, ça n'a pas marché, mais vraiment, voilà. Tu n'as pas financé d'opération auprès de la BNP encore à ce jour? Non, voilà, j'allais dire jamais. Et donc, Upstone, Upstone, voilà, l'idée c'était de monter une plateforme de crowdfunding pour financer des projets immobiliers. Et c'était vraiment. Permettre à toi, moi, voilà. de mettre à partir de combien? À partir de 100 euros. En fait, je voyais donc des 2-3 plateformes qui se lançaient avec des tickets à 1000 euros. Qui disaient bon, on finance des projets de promotion immobilière, c'est-à-dire qu'on finance les fonds propres, une partie des fonds propres des opérateurs pour qu'ils puissent acheter le terrain, construire, revendre. Donc c'est des projets assez courts qui durent 1 an, 2 ans, pour lesquels tu as des rentabilités qui sont assez élevées, l'ordre de 8 à 12%. Voilà. Mais tu es investisseur, donc tu prends du risque. Voilà. Donc 8 à 12%, j'investis 100 euros en 2 ans, je récupère 10. Tu récupères, alors si tu es à 10% par an, pour faire plus simple, tu vas récupérer tes 100 euros, tu vas récupérer 10% par an à la fin, donc 20 euros. À la fin. Voilà. Après, tu as un peu de fiscalité, donc tu touches un peu moins. Mais c'est l'idée, voilà, c'est ça. Donc le promoteur, il utilise tes sous pour acheter le terrain, commencer à payer les premiers travaux, il en met aussi généralement. Il finance, il construit son petit immeuble de 20 logements, il a vendu les 20 appartements, et quand il a vendu le dernier et qu'il a récupéré tous ses fonds, il va pouvoir te rembourser, se rembourser, et normalement, ça se trouve bien, gagner de l'argent. Donc ça marche comme ça, et alors on n'invente rien parce que les promoteurs ont toujours cherché à faire des tours de table avant ça. Là, on a juste trouvé un moyen de le démocratiser pour le mettre sur une plateforme internet avec une fluidité digitale et surtout un ticket d'entrée qui est beaucoup plus bas. Parce que, imagine, tu es promoteur, tu as besoin de chercher 800 000 euros. Est-ce que tu te dis, je vais lancer un tour de table à partir de 100 euros et je vais avoir 900 investisseurs avec des tickets plus ou moins élevés et je vais gérer cette masse d'investisseurs tranquillement en faisant un reporting, voilà, entre autres de tout ce que j'ai à faire à côté, parce que j'ai quand même un immeuble à bâtir. Ou est-ce que je cherche 4 investisseurs qui ont en moyenne 200 000 euros à mettre, qui sont des copains, voilà. Donc en fait, les tours de table ont toujours existé, ils se sont structurés petit à petit, je dirais fin des années 2000, avec des fonds d'investissement qui ont commencé à se dire tiens, il y a un truc à faire, donc nous-mêmes on va monter des fonds qui vont investir dans la promotion immobilière. Et puis le crowdfunding est arrivé qui a permis de casser le ticket d'entrée et le démocratiser. Donc l'idée c'est tu as une plateforme digitale, tu proposes des projets, tes investisseurs sont inscrits et ils choisissent les projets sur lesquels ils investissent. Voilà. Et ça leur permet d'accéder à une typologie d'investissement qui n'est pas super accessible, qui n'était pas accessible jusque-là, à moins d'avoir 100 000 ou 200 000 euros à placer, et de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc ça devient compliqué, et d'accéder aussi à des classes d'actifs qui ont des rendements un peu élevés, quoi. C'est sympa, 10% par an. 10% par an. Aujourd'hui, on tempère un peu avec l'inflation, mais rappelons qu'à partir de 2015, on avait des taux qui étaient continuellement en train de baisser, un livret A qui rapportait absolument rien, et en fait très peu d'opportunités d'investissement avec un peu de rendement, quoi. Donc 2015, il y a quelques projets qui arrivent et je me dis, franchement, il faut y aller. Donc là, toi, tu commençais par aller voir les promoteurs. BNP, ça ne marche pas, pas tout de suite. Alors, tu vas voir les promoteurs et dire, moi j'ai un programme de 20 logements à Fontenay. Il y a plusieurs chantiers à monter. C'est que, il faut un site internet. À peu près propre. Une plateforme. Voilà, une plateforme il faut un agrément qui dimensionne aussi ta plateforme, donc un agrément de l'autorité des marchés financiers. Comme tu fais du placement public, de l'appel public à l'épargne, tu dois avoir ce qu'on appelle des questionnaires de connaissances clients, où quand tu t'inscris sur Upstone, on va te demander comment tu t'appelles, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie, combien tu gagnes, d'où vient l'argent que tu souhaites investir, ça c'est pour la traçabilité des fonds. On te demande un justificatif de domicile, on te demande une pièce d'identité, on va te poser quelques petites questions à droite à gauche pour valider ou non ton profil. Donc ça c'est un parcours qui est réglementé, qui est validé par l'AMF et qui nous permet de structurer l'investissement, de donner accès ou non aussi à l'investissement, parce que selon certains critères, on va dire à certaines personnes non, en fait cet investissement ne vous convient pas, vous n'avez pas reconnu que c'était risqué, donc ça ne peut pas marcher pour vous, ou alors vos conditions économiques, vous déclarez que vous êtes chômeur sans revenu, on ne va pas vous laisser investir sur des projets sur lesquels votre argent est à risque, ça n'a pas de sens. Donc nous, on ferme les portes, et ça c'est réglementé.
Donc il y a une demande d'agrément à faire, et comme c'est un monde nouveau, parce que l'agrément, je crois que les premiers agréments, c'est 2014-2015. Donc tu tapes à la porte de l'AMF, tu dis bonjour, je voudrais déposer un dossier. Donc tu as un guide sur le site de l'AMF, il faut répondre à tant de questions. Moi, au début, je me fais conseiller par des avocats, parce que ma femme est avocate, donc elle a un réseau d'avocats. Elle me dit tiens, machin me dit que tu dois contacter le truc parce qu'ils vont t'aider, ils savent faire. Et en 2015, en fait, personne ne savait déposer un agrément conseiller d'investissement participatif à l'AMF. Et donc, je discute avec ces avocats, je leur règle une première facture, je crois que c'était de l'ordre de 5 000 € à l'époque, donc c'était beaucoup d'argent pour quelqu'un qui monte sa boîte. Et je me dis, bon, ok, j'espère que ça va bien m'aider. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion avec eux, je me rends compte qu'ils découvrent à peu près le sujet en même temps que moi. Enfin, ils n'ont pas l'air d'en savoir beaucoup plus. Mais je comprends vite que je vais bosser, ils vont s'éduquer avec moi sur le sujet et qu'ils auront une prestation à vendre peut-être un peu plus cher un peu plus tard. Et surtout que le choix a été vite fait, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure ou 2 heures de coup de téléphone, ils me disent bon bah là, il va falloir payer un peu plus pour continuer à discuter. Et comme je suis proche de mes sous, je me dis bah, peut-être que j'ai intérêt à me débrouiller un peu tout seul. Donc je remplis les documents, je les envoie à l'AMF et puis après j'attends une réponse. J'ai attendu assez longtemps. C'est combien de temps pour... En gros... c'est vraiment qui s'appelle comment CIP, conseiller d'investissement participatif. Ils te disent que c'est 3 mois de traitement. D'accord. En vrai, c'est 3 mois avant de te répondre pour commencer les 3 mois de traitement. Okay. Donc c'est une sorte de phase de bizutage où ils ne te répondent pas, tu sais pas ce qui se passe. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui te répond, on a bien sûr votre demande, voilà, on va la traiter. Après, il y a une phase d'échange. Okay. Pose des questions. Alors, c'est vrai que quand on peut le raconter, on subit un petit peu cette demande. C'est compliqué, on a des échanges, on ne se comprend pas forcément. On a quelqu'un qui nous explique sur votre site, vous mettez danger partout, vous empêchez les gens de cliquer, comme ça vous n'aurez pas de clients, vous n'aurez pas de problème. Et on dit en fait, ça ne marche pas comme ça, nous, on cherche à avoir des clients. Quoi. Et en fait, on comprend, l'AMF, elle est là pour... Ils vont voir ton site, ils vont voir... On devait fonctionner, on devait donc commencer à créer la plateforme, le front office, créer le site. Et ça, c'est validé par l'AMF parce que comme c'est des investissements, tu dois alerter des risques de perte en capital, des risques de rendement, on te dit c'est pas garanti, on te dit que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et donc tout ça doit être clair, transparent et non trompeur. Voilà. Donc c'est à la fois subjectif et très directeur. Et donc à l'époque, on avait fait des copies d'écran d'un site en WordPress, je pense. Donc ça, c'était la partie de mon associé. On devait faire des copies d'écran, ensuite on devait les scanner, les mettre dans un PowerPoint et les envoyer à notre interlocuteur à l'AMF. Et tu vois, rapidement, je lui ai dit, mais on ne peut pas juste faire des copies d'écran. Voilà. Après, il l'imprime pas, il se débrouille. Mais non, parce que lui, il voulait pouvoir les imprimer, lui, faire ses notes, les rescanner, nous les renvoyer. C'était son mode de fonctionnement. Donc, voilà, tu peux pas lutter, il faut se plier à son mode de fonctionnement, sinon tu passes sur la pile de on traitera peut-être un jour. Donc on fait ça, et puis ils nous envoient des recommandations. Et eux, qu'est-ce que recherche l'AMF dans tout ça? C'est pas à te chercher des poux forcément, c'est plus à se mettre à la place de l'investisseur et à le protéger. Lui dire, bien sûr, c'est ça leur rôle. Ils vont regarder ton site, il faut que ce soit clair, transparent, non trompeur. Il ne faut pas qu'on puisse induire les gens en erreur, et elles veillent à ça. Okay. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours bien d'un point de vue commercial et marketing de l'autre côté, mais c'est nécessaire. Alors après, il y a des subtilités où parfois tu trouves qu'ils tirent un peu la couette trop de leur côté, et tu te dis, en fait, si je commence à dire ça, c'est la fin. Mais voilà, tu passes par là. Et belle première galère déjà d'obtenir cet agrément. Et finalement, j'ai été content. Parce que tu par obtenir. On l'a obtenu assez vite, je trouve, rétrospectivement, parce qu'on a dû déposer le dossier en janvier, en juillet 2016, on a l'agrément, début juillet. J'ai des petits copains qui ont monté leur plateforme, des confrères qui se lancent à peu près au même moment, parce qu'on se rencontre assez rapidement. C'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'on rencontre des gens qui montent aussi des plateformes, et on se rend compte qu'on partage un peu les mêmes galères, et certains qui ont fait leur demande d'agrément à peu près en même temps l'ont eu 6 mois après nous. Okay. Pour un dossier vraiment similaire, quoi. Donc ils ont eu d'autres galères. Et tenir. Voilà, pas les mêmes. Il faut tenir, exactement. Et donc on
d'obtenir cet agrément. En parallèle, il fallait construire le site et là, c'était aussi une bonne galère parce que moi, le développement informatique, j'y connais rien, j'y connaissais rien. Je maîtrise un peu mieux maintenant, mais je sais pas coder. Et c'est pareil, tout l'environnement de famille, c'est ouais, faut apprendre à coder 3 lignes, le code c'est la vie. Et moi, j'avais pas envie d'apprendre à coder, je savais pas, et je me suis dit, bah, il faut que je trouve quelqu'un ou des gens qui le fassent. Et ça, c'était un peu le job de mon associé, de trouver, voilà, il savait un petit peu coder, il savait parler le langage du développeur, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il prétendait. Et donc, il dit, bah, j'ai un copain à Marseille qui peut nous faire le site. Je dis, bah, écoute, génial, ok, go. Et je dis, bah, combien ça va nous coûter? Et il me dit, bon, bah, il nous a fait un budget. Il y en a pour 5 000 euros. Bah, je me dis, trop bien. Enfin, je me dis, bon, c'est quand même un peu d'argent, mais ça m'a l'air raisonnable. Ouais. Commençons, quoi. Et tu vois, rétrospectivement, je me dis, en fait, 5 000 euros pour construire un site internet avec des complexités de brancher sur des API de paiement, des API de signature électronique, un front office un peu compliqué. Oui, c'est pas uniquement un site internet, c'est une plateforme, on parle de plateforme. Ouais, faire une page. Recueillir beaucoup de visites aussi. C'est ça, faire une page internet pour 5 000 euros, c'est un peu trop peut-être, mais faire un site complet pour 5 000 euros, c'est clairement pas assez, quoi. Mais ça, je ne savais pas. Donc, je discute avec les devs et en fait, mon associé n'avait pas fait vraiment d'expression de besoin. Il n'avait pas dit, il dit vaguement à peu près ce qu'on avait. Je me dis, mais comment il peut savoir ce qu'on a besoin de faire? Donc, je me mets à faire des PowerPoint. Bah là, je vois bien le logo ici. Le projet là, comment on va le présenter. Il commence à travailler, puis en fait, peut-être que lui aussi se rend compte que son prix était pas bon. et la magie des devs indépendants, à l'époque et peut-être encore maintenant, c'est des gens qui acceptent une mission, qui travaillent pour toi, puis qui trouvent une plus grosse mission mieux payée, donc qui mettent ta mission sur le côté, et qui parfois sont recrutés sur 6 mois, 1 an par une grosse boîte. Donc là, on était un peu dans ce schéma-là, où on a besoin d'avancer avec l'AMF pour faire des copies d'écran de notre site et pour structurer un peu le truc. Parce qu'une fois qu'on a l'agrément, il faut se mettre à bosser aussi. Mais on n'avait pas la plateforme qui était prête parce que le dev nous lâche en plein vol. On se fâche un peu avec lui, on lui devait un peu d'argent, il dit de toute façon si on ne paye pas j'avance pas, il dit mais si on te paye il faut que tu avances, il faut que tu termines le truc, donc on s'entend pas. Mon associé trouve un autre développeur dans le Nord, à Lille, changement de climat, peut-être que changement de mentalité. Et bah là c'est le schéma du dev qui commence à regarder le code, il dit ok ça marche, je peux faire 2-3 trucs, et puis au bout de 2 semaines il dit par contre là j'ai une autre mission qui arrive, je serai pas disponible pendant 6 mois. Et là on fait bon bah c'est un peu merdique comme situation. Donc là, tu te mets vraiment à apprendre à coder, là, non? Non, toujours. De donner des cours à toujours pas. Dans 3 universités. Toujours pas. Mais tu vois, quotidiennement avec l'AMF. Voilà, il y avait le chantier AMF qui était en cours. Ouais. Il y avait le chantier, il faut quand même qu'on ait un site qui fonctionne. Et puis, une fois qu'on avait des outils, il fallait aussi trouver des premiers projets à financer et des investisseurs. Donc, tout ça avançait à un rythme. Donc, moi, je me suis mis à réseauter dans le réseau STP en me disant il y a bien y avoir des gens qui connaissent la promotion là-dedans. Donc, je rencontre plein de gens, je leur présente je pitch la boîte. Franchement, super parce que d'être le premier promoteur comme ça. Ouais, exactement. En réseautant, alors c'était des coups à plusieurs bandes, mais le fait de rencontrer des gens, ça m'a fait rencontrer d'autres gens, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens. Et en tapant le réseau de l'ESTP, j'ai tapé à la porte en disant tiens, toi tu as monté ta boîte de promotion, moi je monte ma boîte qui finance la promotion, j'aimerais bien t'en parler. Voilà, juste ça. Il n'y avait pas d'argument commercial, c'était juste échangeons. Ce qui fait que c'est marketing, que tu rencontres beaucoup de gens, c'est pas très efficace, mais ça te permet de roder ton discours, ça te permet d'être un peu plus précis dans ce que tu évoques, d'avoir des bonnes questions aussi en face. Des gens qui t'expliquent comment tu devrais faire ta pote aussi, ça c'est un peu agaçant, mais parfois ça permet d'avoir des bonnes idées. Et puis le type il dit tiens, j'ai tel copain qui lance un petit projet là, va le rencontrer de ma part, et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le premier projet. Okay. Et donc en parallèle, il fallait trouver quelqu'un pour nous faire un site, et là on se met à travailler avec une agence de dev qui, alors je sais pas si on dit comme ça, mais full stack, en gros, qui fait du design à l'intégration, au back-end, au front-end, enfin, voilà, qui te livre un truc clé en main, en disant plutôt que de travailler avec un dev indépendant qui va travailler avec un designer, qui va travailler avec un intégrateur, en fait on a tout au même endroit, peut-être qu'on paye plus cher, j'en sais rien, mais à cette époque je me suis dit il faut qu'on arrive à sortir un truc, quoi. Et donc on travaille avec eux, et là ça c'est, franchement c'était top, et on travaille encore avec eux aujourd'hui. On a pu développer un POC,
un truc, voilà, un proof of concept avec un site en se disant bon, si on cherche à faire le truc qui va tout faire, on va jamais y arriver, mais commençons par les fonctionnalités de base, il faut qu'on puisse s'inscrire, il faut qu'on puisse souscrire, et puis le reste, on va se débrouiller pour tout traiter à la main, quoi. Enfin, on était deux. Donc on arrive à faire un site, on découvre que se brancher sur un prestataire de services de paiement, c'est pas si simple que ça, donc il galère pas mal, et entre-temps, voilà, on obtient l'agrément. On finalise le développement du site, on est à peu près en septembre 2016, et en parallèle, il fallait trouver des projets. Il fallait trouver des projets à financer, convaincre des gens que tu vas voir en disant moi je fais du marketing. Ouais, commencer du marketing, trouver aussi des premiers investisseurs. Ouais, c'est ça. Et donc trouver des premiers projets, tu vas voir un type qui fait son projet de promotion, un petit promoteur qui va chercher des sous, et tu lui dis moi je peux te trouver des sous. Et il te dit t'es sûr? Sans problème, quoi. Évidemment, je ne vais pas lui dire que j'allais galérer ou que c'était compliqué. On m'a dit non, mais voilà, t'en fais pas, c'est baqué. Voilà. Évidemment, j'avais aucune idée de combien j'allais avoir d'investisseurs, qui allait mettre quoi. Tu as une foi inébranlable dans ton cercle, tu vois, les gens que tu connais, tes amis, ta famille, tu vois, ils vont tous participer. Forcément. Ouais. C'est là. Quoi comme projet? C'était un projet de rénovation d'une auberge à Oudan. Voilà. C'est Oudan? Oudan, c'est une heure de Paris à l'ouest. Okay. Voilà, alors il y a un train qui va à Montparnasse, donc tu vois, c'est une heure à tout carrosser de Paris. Un projet de rénovation. Ouais, un projet de rénovation. Il y avait, peut-être une bêtise, mais 11 appartements. Okay. Ou peut-être 6, 11, ça me paraît beaucoup, mais bon, il y avait des appartements qui étaient rénovés, quoi. Donc il avait acheté encore une vieille auberge du 18e, peut-être 19e, et il a tout rénové dedans et transformé ça en appartement. Il l'a vendu, et il avait besoin de 300 000 € pour ça. Qui étaient les fonds propres qu'on finançait en plus d'un crédit bancaire. Et donc j'étais super content, j'ai ce premier projet et on commence à lever de fonds. Entre-temps, on avait, alors, technique de gros hacking, à la base, quand tu commences, tout est autorisé parce que tu es tellement personne que finalement, même si tu fais des trucs un peu limite, personne t'en voudra. Donc moi, je prends tout mon répertoire LinkedIn. J'avais commencé depuis quelques temps à envoyer des demandes, à accepter toutes les demandes de tout ce qui bouge, en me disant voilà, ça me fait un petit répertoire, un petit réseau, je vais commencer à pouvoir parler de ma boîte. Comme j'étais pas le premier sur le secteur, les relations presse c'était compliqué, puis je caressais l'espoir de pouvoir me débrouiller tout seul sur les relations presse, en me disant je vais pas plus être qu'un autre, je vais faire mon communiqué de presse, je vais trouver la base de journalistes que tout le monde a, et je vais envoyer mon communiqué de presse, sauf que tout le monde s'en fout. Clairement, t'as pas les bons réseaux pour accéder aux bonnes personnes, t'envoies ton communiqué de presse, personne ne le lit. Parce que les journalistes, il y a plein de gens qui font comme toi, qui envoient des communiqués de presse toute la journée, donc je pense qu'ils doivent recevoir 100 emails à la seconde, et ils n'ont pas le temps de regarder, quoi. Donc t'as pas de relais presse, donc c'est ton LinkedIn qui te trouve tes premiers et puis sur clients investisseurs. Exactement, et oui, alors il y a les copains, tu dis je monte ma boîte, inscris-toi, tu vois. Il y a le ticket à 100 € dont on n'a pas parlé. Mais rapidement, le ticket d'entrée chez les autres c'était 1000 €. Okay. Et je me suis dit, je comprends pas pourquoi 1000 €. Est-ce que c'est un truc réglementaire? Est-ce que c'est un truc. Et en fait, je comprends qu'il y a juste un peu plus de traitement avec des tickets à 100 € parce que tu as plus de lignes, donc tu as un peu plus de back-office. Mais comme le back-office, à un moment tu l'automatises, normalement ça ne devrait pas être un gros problème. Et donc je réfléchis quand même, je me dis, par prudence, j'ai peut-être loupé un truc, donc on garde en tête qu'on va peut-être le faire à 1000, peut-être à 100. Et un samedi matin, je reçois un email d'une plateforme de crowdfunding en Angleterre qui dit on a baissé notre ticket à 100 pounds. Et là, je me dis ok, c'est la lumière que je voulais, que j'attendais, c'est l'alignement d'étoiles. Je me dis c'est un signe, donc c'est bon, tu peux passer à 100 €. En fait, il n'y a pas de barrière, c'est juste marketing, c'est juste du traitement. Sachant que notre back-office était très peu développé à l'époque, donc si on avait beaucoup de tickets à 100 €, on avait beaucoup de travail, quoi. Mais bon, en même temps, tu cherchais 300 000 € à financer. Voilà, il faut bien commencer, quoi. Et donc, on a ce premier projet, on l'ouvre sur la plateforme, et puis on annonce à tout le monde, à grand renfort d'emailing, ouverture de la collecte, je sais pas, jeudi à 14 h, et jeudi à 14 h, on ouvre la collecte. Et là alors, franchement, je me souviens plus précisément. Ce que je peux te dire, c'est qu'on l'a pas collecté en 2 minutes. Okay. Ça, c'est à peu près sûr. On ouvre la collecte. Bon, les personnes dans notre cercle immédiat qu'on avait réussi à pitcher suffisamment fort ont mis 1000 €, 2000 €, 100 €. Mais clairement, on n'a pas 300 000 € tout de suite. Et donc le promoteur appelle à l'issue de la première journée, genre, c'en est où? Il n'y avait
regardé. Hein. Lui-même avait mis un peu d'argent d'ailleurs. Oui, c'est marrant, mais en fait, rétrospectivement, ce premier promoteur, c'est un type adorable qui nous a donné une chance. Il savait, tu vois, qu'on était jeunes, qu'on se lançait, que ça pouvait être un peu compliqué, mais clairement, il s'est dit, ces jeunes, je vais les aider, quoi. Je vais leur donner mon premier projet, je leur fais confiance, ça va marcher. Enfin, je l'interprète comme ça. Donc, il nous a clairement donné notre chance, et je le remercie encore. Et là, il me dit, t'es confiant hein, sur la collecte? Et je me dis, évidemment, il n'y a pas de problème, là, on est en train de passer des coups de fil toute la journée, ce qu'on fait, hein, mais tu es dans un... T'appelles des gens de ton entourage, oui, des c'est ça. Que tu connais. Tu te dis, bon, mon père a dû mettre quelques milliers d'euros, j'ai réussi à convaincre ma mère de mettre quelques milliers d'euros, ma soeur a dû mettre... ouais, effectivement. Okay. Mais voilà, et puis... il était bien ce projet, non, j'espère. Il était très bien, il était remboursé de façon anticipée en 11 mois au lieu de 12, ça a payé, c'était nickel. Vraiment super projet, avec un super promoteur. Et puis là, en réseautant, et comme je donne des cours, j'hésite pas à pitcher le truc aussi en cours, à faire ma promo, hein, d'ailleurs encore. Je dis, voilà, moi j'ai ma boîte, c'est à partir de 100 euros, 1000 euros. Bon, face à moi, j'ai des clubs. HEC, pas la HEC, c'était ESCP. Et c'est. Qui investit. Et c'est. Par contre, j'ai des élèves, tu vois, donc c'est des gens qui ne sont pas hyper solvables normalement. En principe. Normalement, ils n'ont pas beaucoup d'argent à investir, donc je me dis peut-être qu'eux-mêmes vont en parler, ça va faire boule de neige. Et tu vois, que parfois il faut provoquer la chance et le destin, et à force d'en parler, j'ai un de mes élèves qui me dit, moi je travaille j'ai un petit fonds, peut-être qu'on peut mettre un petit ticket, voilà, on va regarder, donc je vais pitcher le projet, ils me disent, bon, on va peut-être regarder pour mettre 50 000 euros, je fais, franchement, nickel, c'est toujours ça de prix, donc je prends. Finalement ils ont mis 150 000 euros, donc la moitié. Tu vois, une fois que la moitié de la collecte était passée, avec ce qu'on avait réussi à collecter, nous de notre côté, on a réussi à le faire, ce premier projet. Et donc, je pense que ça a duré 3 semaines, 1 mois, la première collecte. Avec le promoteur, au bout de 3 semaines, il dit, on va y arriver ou pas? Parce que ça fait 3 semaines que tu me dis mordicus, ça va marcher. Et donc on y arrive. Et la satisfaction, j'ai encore il nous fait un chèque pour nous payer en plus à cette époque. J'ai retrouvé la photo c'était au mois de décembre où j'avais le sapin de Noël derrière moi avec le chèque, j'étais super content. Voilà. Et là, premier projet, le truc c'est qu'il faut en avoir d'autres aussi. Donc en parallèle de... Parce que vous rémunérez comment c'est à la transaction, c'est-à-dire qu'on lève des fonds, et une fois que ces fonds sont levés, on facture la levée de fonds à l'opérateur. D'accord, ok. Voilà. Et donc on arrive à... Voilà, on fait ce premier projet. Tu combien, tu peux le dire? Alors oui, à l'époque on arrivait à facturer entre 8 et 10% de la levée de fonds. Ok. Ce qui était considérable. Ouais, c'est pas mal. Aujourd'hui, le marché, il est plutôt entre 4 et 7%. Ça va dépendre du montant. Tu vois, sur les plus petits montants, tu peux facturer un peu plus. Sur les gros montants, tu peux facturer un peu moins. Donc c'est entre... Est-ce que tu as beaucoup de concurrence aujourd'hui, de beaucoup de gens sur ça Aujourd'hui, je dirais que le marché s'est un peu normalisé aussi. Il est devenu un peu plus efficient. Et oui, donc les commissions sont, on va dire, alignées sur un 5% à la louche. Voilà, qui est à 10% on gagnait trop bien notre vie, voilà, et donc c'était logique que ça baisse. Mais vous avez quand même des coûts, il faut faire venir des investisseurs. Oui. Vous faites vivre la marque Stone. Oui, c'est de l'argent qu'on utilise à bon escient. Hein. On a des gens à payer, on a une plateforme à développer, on a l'agrément, voilà, c'est pas ce qui coûte le plus cher parce que c'est un abonnement à l'AMF qui coûte pas si cher que ça, mais il faut faire un peu de marketing, voilà, et surtout comme je te disais, on avait un POC en termes de site internet. Donc il fallait continuer à investir dans la solution pour passer moins de temps sur back-office, passer plus de temps à parler aux investisseurs, développer la solution. Aussi toute la suivi, la relation avec les investisseurs, la communication financière, ça exactement. Exactement. Et donc voilà, faut dégager du temps là-dessus, qu'il y ait du temps de qualité, c'est comme avec les enfants, du temps de qualité plus que du temps à faire tes lignes de remboursement sur ton back-office où tu ne crées aucune valeur, quoi. Donc il faut investir, et c'est une limite de flux, c'est-à-dire qu'il faut lever des fonds pour facturer, pour faire du chiffre d'affaires. Si tu t'arrêtes, il ne se passe plus rien. Tu n'es pas sur du rendement locatif ou fonds allocataire. Là, il faut travailler tout le temps. Et donc voilà, on arrive à financer le premier projet qui est... Alors, est-ce que c'était une galère Je dirais oui et non, mais c'est la galère logique de tu lances un business.
il n'y a personne qui t'attend. Déjà en 2016, ouais, ça commençait à... Enfin, je me rappelle vous avoir vu sortir de terre, et c'était ouais, une des premières plateformes qui proposait ça en France. À 100 euros. Ouais. À 100 euros. Nous, on avait baissé un peu le ticket d'entrée en se disant c'est comme ça qu'on va se différencier. Le grand truc dans l'entrepreneuriat, c'est pourquoi toi tu es différent et meilleur que les autres. Et moi j'ai toujours dit, moi j'espère être aussi bon que les autres, mais mon petit truc différent, c'est que j'ai un ticket d'entrée qui est plus abordable. Moi je continue la démocratisation. Mais j'ai jamais vraiment accepté le discours de moi je suis meilleur que les autres parce que non, les boulangeries, il y en a 4 par rue, elles sont bonnes, voilà, et j'en travaille bien, quoi. Pourtant, là tu vas à celle-ci, de temps en temps tu changes. Bon, c'est pas grave quoi, de ne pas avoir de très grosses différences. Tout c'est de bien faire, d'essayer de bien le faire. Et donc voilà, on est fin 2016. Et je me rends compte que mon association, elle ne tourne pas exactement comme je la rêvais. Juste avant, je parlais de tout l'écosystème entrepreneurial qui met en avant le fait d'avoir des co-founders en disant faut être un minimum. 2, c'est pas assez, il faut être 3, 4, parce qu'à 4, là, tu as vraiment un challenge dans les idées, dans les échanges. Et puis, il faut avoir surtout une répartition du capital qui est égale. En disant, et c'est vrai que là, pour le coup, on peut l'intellectualiser en disant, s'il y en a un qui est un peu moins que les autres, à un moment, il va trouver une bonne raison de ne pas travailler parce que finalement, les autres ont plus. Et je me dis, oui, on va être à 50-50 dans ma boîte. Je ne peux pas le conceptualiser autrement. Le type que j'embarque, il faut qu'il ait la même motivation que moi. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas du tout? Ça ne marche pas parce que je sens qu'on n'est pas complètement aligné sur la force de travail qu'il faut déployer et sur l'engagement. Je me dis, je regarde dans le rétroviseur sur cette année passée, j'ai l'impression que j'ai déployé pas mal d'efforts pour trouver des premiers clients investisseurs, les premiers clients promoteurs. Je me suis tout de suite, tu vois, je parlais de LinkedIn tout à l'heure, en fait, sur LinkedIn, à l'époque, tu avais un petit scrapper qui permettait de récupérer les adresses email. Donc les gens, je les ai inscrits sur ma plateforme. Je les ai inscrits en disant, voilà, j'ai commencé ton profil, va le terminer. Je me suis fait insulter 2 ou 3 fois, évidemment. La plupart des gens ont ignoré ma requête. Et puis ceux qui l'ont complété, c'était ça de gagner, quoi. Mais il fallait le faire, quoi. Fallait bien commencer quelque part. Et quand j'ai suggéré, par exemple, à mon associé de faire ça, il me disait, non, c'est un peu tôt. Puis c'est marrant, pourquoi t'as pas mis que tu étais co-founder de la boîte, cofondateur de la boîte, là? Okay. C'est encore un peu trop tôt, je suis pas prêt. Bizarre comme vision, mais bon, je me dis pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Et à la fin, je me rends compte, j'avais l'impression d'avoir porté le truc, d'avoir quelqu'un qui n'était pas aussi engagé que moi et qui avait malgré tout 50% de la boîte. J'en ai fait des nuits blanches en me disant, mince, est-ce que j'ai. Ouais, ça, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que c'était la bonne personne? Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être qu'on n'est pas compatible, peut-être qu'on n'a pas la même façon de travailler. Et donc, ma femme, à cette époque, me dit, mais je crois qu'il faut crever l'abcès, il faut faire quelque chose, parce qu'à un moment, tout le monde a besoin de dormir, là, tu ne dors plus, donc il faut que tu trouves une solution. Et tu vois, la boîte, elle était encore embryonnaire, hein, on avait fait un deal, on avait un agrément, donc ça valait absolument que dalle. Et je me dis, bon, c'est vrai que ou on redresse la barre, ou il faut qu'on travaille différemment, ou séparément. Donc, je le recontacte. Parce qu'entre-temps, lui, il m'avait dit aussi, bon, en fait, moi, la région parisienne, ça ne me va pas, ma vie est ailleurs, donc il est allé travailler en province, hein, parce qu'il a rejoint sa copine, on a eu des enfants à peu près en même temps à cette époque-là, en plus, qui rajoute une donnée dans le temps imparti. Et je me dis, mais pas de problème, télétravail, Startup Nation, voilà. En fait, on va s'affranchir des frontières, et même là, on n'arrivait pas à avoir le même rythme de travail, donc ça ne marchait pas. Et donc je le contacte en me disant, en fait, moi ça ne me va pas, ce rythme, je trouve que ça ne marche pas. Et lui il tombe un peu dénu, il a l'air d'être un peu surpris. Et je lui dis, bon voilà, il faut que nos chemins se séparent, donc ou tu rachètes la boîte ou je la rachète. Mais il faut qu'on trouve cette solution, quoi. Donc il me dit, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Et puis je lui fais une offre, et c'est toute la subtilité de la subjectivité à ce moment-là, c'est combien pour cette boîte, quoi. Ouais. Moi, je dis un projet où j'ai passé 1 an. C'est ça. On a mis de l'argent qu'on a dépensé. Parce que le capital social, il a servi à financer le site, à financer les premières dépenses. On ne se payait pas, évidemment. Et je lui dis, je lui tends un peu la main en me disant, bon, écoute, je te rembourse ce que tu as dépensé. Et je trouve ça déjà pas mal. Et oui, et puis après, tu vois, c'est ma vision de la chose, évidemment.
en face, tu as forcément une vision différente. Tu as quelqu'un qui te dit maintenant il faut partir et tu vas pas gagner d'argent dans l'affaire. Et donc il me rappelle quelques jours plus tard, j'ai bien réfléchi, écoute, non, moi je pense que, je crois qu'à l'époque il me dit, je pense que la boîte elle vaut, mes parts elles valent 100 000 euros. On a mis 50 000 euros de capital social, si tes parts elles valent 100, moi la mienne elle valent 100 aussi, c'est-à-dire que la boîte elle vaut 200, donc on a fait x4 en un an. Bon, on va la vendre si c'est ça, parce que voilà, si au bout d'un an on a fait x4, c'est plutôt pas mal quoi. Ouais, c'était un peu le bullshit de j'y crois pas à ton prix, parce que moi je le résume en disant il m'a présenté ça comme si ça valait Facebook, et moi j'ai présenté ça comme si ça valait que dalle. Donc il fallait trouver un juste milieu quoi. Et là c'était la négociation complètement irrationnelle de combien tu es prêt à mettre pour acheter les parts d'un associé, à combien il va accepter, et versus je mets tout ça au tapis et je recommence. Et là, tu n'as rien de rationnel dans cette discussion. Et donc, on a trouvé un terrain d'entente à la fin, où moi, j'ai fait les fonds de tiroir, j'ai pris toutes mes dernières économies, mon père m'a prêté un peu d'argent, et j'ai pu lui racheter ses parts. Et donc, à partir de là, partir tout seul, en me disant, peut-être qu'il faut que je retrouve un associé, peut-être pas. Tu as cherché En vrai, non. En vrai, non. Je me suis dit, je continue de réseauter, de rencontrer des gens. Et c'est marrant parce qu'à cette époque, le crowdfunding, tout le monde voyait ça un peu comme l'Eldorado, en disant c'est un truc génial. Donc tu as plein de gens qui tournent autour en disant je prendrais bien des capitales dans ta boîte, ou alors on pourrait faire de l'échange de participation, ce serait génial. Et alors peut-être que j'étais un petit peu refroidi aussi par cette expérience, et donc j'étais un peu fermé à l'idée d'ouvrir le capital. Et surtout, si je voyais pas la logique, je me dis en fait j'ai juste pas besoin d'avoir des gens qui vont mettre de l'argent dans ma boîte. Voilà, le business, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un business de transaction. Donc, si tu as des flux, tu gagnes de l'argent, tu peux investir dans des solutions. J'ai commencé à me payer quelques années plus tard. Donc, en fait, le truc s'autofinançait assez bien. Alors, est-ce que c'est des opportunistes ou pas? Mais des gens qui disent, en fait, je vais mettre des billes dans cette start-up et puis elle va valoir probablement des milliards dans quelques temps et j'aurais fait l'investissement de ma vie sans rien faire. Et donc, je trouvais pas ça très logique. C'est aussi une époque où la levée de fonds avait la hype. Il fallait lever des fonds. Donc tout le monde me dit ok, ton business. Ton business en plus c'était d'enlever. Oui, c'était de lever des fonds. Et donc tu vois la dissonance. Il faut lever des fonds pour lever des fonds. Et il y a beaucoup de gens, quand je pitchais le truc avec des copains en soirée, je dis tiens, tu veux pas t'inscrire pour investir dans mes projets? Il fait non, mais moi je préfère investir dans ta boîte plutôt que d'investir dans les projets. Je fais tu comprends pas le truc, c'est que si personne investit dans les projets, la boîte elle vaut rien. Donc il faut commencer quelque part. Et donc, il fallait lever des fonds, et je me suis dit, lever des fonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire, capter de l'argent pour essayer éventuellement de se déployer un peu plus vite, mais à l'époque, on était beaucoup dans la valorisation type WeWork et Uber, avec des trucs qui valent des milliards rapidement, sans du coup. Un business plan qui revient à ta capacité à faire des business plans. Du coup, tu n'avais pas trouvé le business plan pour faire un Uber sur la plateforme. Ou alors, je me disais, il faut aller sur un marché mondial, en disant que tu as une profondeur de marché qui est énorme et va se déployer très vite. Mais on est quand même dans l'immobilier. On finance des projets qui sont locaux. On comprend à peu près comment ça marche en France. Alors, aller s'attaquer à d'autres marchés qui sont compliqués, sur lesquels les modes de financement peuvent être aussi compliqués, je ne voyais pas le truc. Donc je me suis dit, en fait, lever des fonds, ça va juste me permettre d'avoir des fonds là tout de suite pour recruter des gens, mais ça va aussi me permettre d'avoir plein de gens autour de moi qui vont probablement m'embêter au quotidien, avec qui je vais rendre des comptes, qui vont me diluer. Et en fait, c'est pas tellement la performance financière qui m'intéressait, c'était plus d'être tranquille. Je me dis, en fait, j'autofinance mon truc. J'ai jamais été premier de la classe, donc ça me dérangeait pas de pas être la première plateforme en termes de notoriété, de référence. Je me suis dit juste, ton truc ça marche, tu arrives à générer du chiffre, tu arrives à te payer, tu arrives à financer ta solution. Les investisseurs, on leur rend l'argent, on trouve des projets, ils sont contents. Je m'épanouis pas mal dans ce secteur-là. Étant ingénieur et financier, il y a un petit côté où tu visites des sites, tu vas avoir des actifs. Vous allez visiter systématiquement tous les projets autant que faire se peut. Il y a les premiers projets avec les premiers opérateurs, où là on rencontre l'opérateur, on va discuter de bout de gras sur le chantier, ça permet de faire connaissance, de regarder un peu. Si on a fait 3-4 opérations avec lui, à un moment on peut arrêter de se déplacer. Mais où est-ce que je voulais en venir?
Si, oui, la levée de fonds, lever des fonds, ça n'avait pas forcément de logique pour moi pour développer la boîte, puisque voilà, ça marchait. Et donc, je n'étais pas la première plateforme, et je me suis dit, soyons malins. Je me suis mis dans la queue de la comète des plus grosses plateformes qui déployaient beaucoup de marketing, de relations presse. Et donc, par effet de ricochet, les gens ils sont inscrits sur cette plateforme, puis ils vont aller voir ailleurs un peu quand ils sont curieux, et tu récupères des clients des autres finalement. Donc tu avais un flux de gens qui venaient sur le site parce qu'ils avaient découvert ce métier via les tracteurs quand ils avaient pu. Et puis rappelons que les taux continuaient de baisser, l'épargne ne rapportait rien, et donc forcément quand tu proposes des choses qui rapportent 10 à 20 fois le livret A, les gens en parlent, tu vois. Il y a cet effet d'aubaine. Où on dit, moi j'ai découvert un truc, j'arrive à placer de l'argent, alors tu sais quoi, c'est quoi, non mais je le garde pour moi, puis petit à petit finalement ça fait tache d'huile, les gens en parlent. Et donc naturellement je dirais qu'on a drainé quand même pas mal d'investisseurs assez naturellement sans faire trop d'efforts, parce que c'est un secteur qui avait beaucoup. Donc c'est combien de personnes qui ont investi avec Upstone depuis le début? Je ne sais pas si vous communiquez là-dessus. Si, on peut le dire. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 6000 inscrits sur la plateforme et un tout petit peu moins de 4500 investisseurs. Ok. Voilà. Avec des tickets moyens, un ticket moyen qui baisse. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avait des gens on a plus de gens qui mettent plus de petits tickets finalement. Okay. Et alors moi, ça me va bien parce que c'est un peu ce que je voulais. Je me suis dit, l'idée c'était de démocratiser, donc. Et puis l'idée d'avoir un ticket à 100 €, c'est de dire si tu as une capacité d'investissement de 1000 €, ou tu mets sur un projet et t'attends, ou tu mets sur 10 projets et tu es un peu diversifié, tu soutiens différents projets. C'est sûr. Ouais. Et surtout la diversification, c'est ce qui permet de mieux lutter contre le risque. Et donc voilà, on a de plus en plus de plus petits tickets. Donc voilà, c'est l'idée à laquelle je voulais parvenir. Et on est en bonne voie. Moi, je voudrais revenir sur les projets immobiliers que vous financez sur cette plateforme. En vrai, pour commencer en termes si on comprend bien, c'est toujours de la construction, de la rénovation, du bureau, du résidentiel, de la logistique aussi peut-être. Voilà, tous les types d'actifs immobiliers qu'on peut trouver. Ouais, alors le secteur s'est beaucoup développé au tout début sur la promotion résidentielle, donc c'est plutôt des appartements. D'accord. Plutôt des appartements. On a les marchands de biens qui sont arrivés assez vite. Alors le marchand de biens, c'est un promoteur mais qui s'attaque à l'existant. Je vais les définir comme ça. C'est quelqu'un qui va acheter un immeuble, le rénover, le revendre à la découpe. Donc c'est une sorte de promotion, mais avec un bâti. Avec une ossature déjà faite. Exactement. Donc alors après, il y a dans le marchand de biens, il y a la rénovation, mais aussi l'achat-revente. Il y a une sorte de création de valeur qui peut être un petit peu plus difficile à saisir que juste l'acte de construction, qui est un acte de création de valeur. On part d'un terrain ou d'une vieille bicoque, on la rase, on fait un immeuble et on le revend. Là, on a différents types de création de valeur qui peut être la rénovation ou la découpe. On a des marchands de biens qui ont acheté des grosses maisons, 400-500 mètres carrés. Et là où moi je les présente comme créateurs de valeur, c'est qu'ils m'ont redimensionné la maison pour qu'elle soit plus accessible. C'est-à-dire qu'on va faire 4 appartements de 100 mètres carrés. C'est plus logique qu'une baraque de 500 mètres carrés généralement. On accueille plus de gens, finalement une maison de 500 mètres carrés, c'est un peu compliqué à gérer, puis c'est globalement beaucoup trop grand même pour une famille nombreuse. Donc voilà, on redéfinit un peu l'espace et son utilisation, et on va le diviser pour le rendre plus logique dans son marché. Okay. Et alors les montants que vous levez généralement par projet, c'est ouais. Alors les plus petits montants qu'on a dû faire, c'est 45 000 €. Mais ça, c'est un autre segment en plus dont je dois parler juste après. C'est 45 000 €. Le plus gros qu'on ait fait, ça doit être 3,5 millions. Donc vous avez levé 3,5 millions sur un projet qui, j'imagine, est en plus adossé à des financements bancaires ou peut-être d'autres financements même participatifs. Comment ça se passe? C'était une promotion immobilière, c'est toujours d'ailleurs, c'est un projet qui est en cours, c'est une promotion immobilière à Megève. Donc c'est des appartements dans un petit collectif de 8 appartements sur lequel il y avait effectivement un complément bancaire. Ouais. Okay. Et dans ces coins-là, ça va vite chercher des beaux budgets. Oui, c'est ça, c'est que la valeur unitaire des appartements est quand même assez élevée. Donc beaucoup de résidentiels. On a fait 45 000 €. On peut venir te voir avec un projet. Comment ça se passe? Je vais venir parce que c'est un nouveau segment de marché qu'on a testé avec un petit projet. Okay. Mais pour revenir sur les classes actives, donc on fait beaucoup de résidentiels. On a fait du bureau aussi, mais plus marchand de biens, bureau à Paris.
c'est-à-dire des gens qui vont acheter des surfaces qui sont généralement alors, pas des entrepôts, il n'y en a pas beaucoup à Paris, mais là, un exemple, c'était une ancienne imprimerie. Donc les marchands achètent l'imprimerie en disant, nous, on va tout casser, tout rénover en bureau. En bureau, voilà. Okay. Avec une petite touche architecturale un peu sympa, des bureaux modernes. Voilà. Donc un rez-de-chaussée de 400 mètres carrés en plein 11e qui était une ancienne imprimerie. Mais ils l'ont acheté, ils l'ont transformé en imprimerie, en bureau, et ils l'ont vendu en bureau. Voilà. Okay. Donc donc on fait un peu de bureau, mais je dirais à la marge, parce que les promotions de bureau, c'est souvent des gros ensembles de 10-20 000 mètres carrés qui sont plutôt financés par des gros promoteurs, qui sont vendus à des investisseurs institutionnels sur lesquels le besoin de financement est assez faible. Donc en fait, voilà, ils font très peu appel à nous. Logistique, on n'a pas fait. Quoique, on a financé un dark store, enfin ce qui est devenu un dark store. Hein. Okay. Une variété de projets. Et on a financé un hôtel, un espace de coworking. J'ai tout dans l'immobilier. Ouais, du lotissement, tu vois, des types qui achètent un terrain, qui le divisent en 4. Ils vendent des terrains à construire, donc c'est assez large. C'est assez large. Et alors pour revenir sur le petit projet à 45 000 €, on a un nouveau segment qui s'appelle le refinancement hypothécaire. Donc imagine tu es propriétaire d'un bien qui n'a pas de dette et tu aimerais bien en dégager du cash. Et ben nous, sur la base de ce bien, de cette valeur de bien, on va pouvoir te prêter de l'argent sur une durée assez courte, de l'ordre de 2 à 5 ans. On a différents mécanismes pour y arriver. Mais en gros, on va pouvoir te racheter le bien temporairement avec un mécanisme de réméré et tu vas pouvoir le racheter entre 2 et 5 ans. Ou si c'est un pro, avec un mécanisme de fiducie. Donc on va sortir le bien temporairement de ta propriété, on va te prêter de l'argent face à ce bien et ben, voilà, normalement tu es censé nous rembourser dans les délais impartis et si ça ne va pas, ben, on est en droit de capter le bien pour nous rembourser et l'excédent on te le rend. Quoi. Et ça marche assez bien. Ça marche assez bien, pourquoi? Parce que pour acheter la totalité du bien Ouais, alors pour les personnes physiques par exemple, parce que nous on émet des émissions obligataires. On émet des obligations, enfin, on finance des émissions obligataires, ce qui fait qu'on a besoin d'une structure juridique type SAS qui va émettre une obligation que les gens vont souscrire, qui permet de récolter les fonds dans une société. Pour les personnes physiques, toi, à titre perso, tu ne peux pas émettre une obligation que les gens vont souscrire, parce que ça ne marche pas. Mais on a ce qu'on appelle un mécanisme dit de réméré, c'est une vente avec faculté de rachat. Et donc si tu as ce bien, nous on va l'acheter. On va te financer, on va le faire estimer. On va dire en gros le truc vaut 100, on va te dire on te le rachète pour 60. Et toi, si tu le rachètes avant 5 ans, tu le rachètes 60. Donc on t'a dégagé des liquidités, tu as pu récupérer de l'argent, fais ce que tu as à faire avec, on va en venir juste après. Et si tu veux le racheter, tu le rachètes les 60. Si tu ne peux pas le racheter, on met le bien en vente, on récupère nos 60, on te donne le reste. Okay. Voilà. Alors qui a besoin de faire ça? Ceux qui n'ont généralement pas accès au marché bancaire. Qui n'a pas accès au marché bancaire? Tu as les personnes qui sont trop âgées. Donc là, on s'approche un peu du viager. C'est-à-dire que, imagine, tu as un investissement à faire. Comme tu es la génération des boomers, généralement tu as un peu d'immobilier, mais tu ne peux pas aller à la banque emprunter parce que tu es trop âgé. La banque va te dire maintenant je ne te prête pas à 20 ans. En gros, statistiquement, il y a quand même des chances que tu passes le cap avant. Quoi. Et donc on dit, ok, on va vous dégager des liquidités sur la valeur de biens. Tu as les TNS, les travailleurs non salariés, tu as les entrepreneurs qui n'ont pas de bilan et qui peuvent avoir de l'immobilier, tu as les interdits bancaires et les surendettés. Les gens qui sont dans des contextes un peu particuliers. On a des gens qui sont un peu en détresse socialement parce que là on a financé une opération récemment. C'est une dame qui est retraitée, son mari est malheureusement décédé, c'est lui qui avait une plus grosse pension qu'elle, elle vit toujours avec son fils chez elle, comme les difficultés sont présentées, elle a pris des crédits à la consommation, et du coup elle s'est retrouvée techniquement surendettée, mais elle est propriétaire de sa maison. Et en fait, où elle trouve un moyen de se refinancer avec un regroupement de crédit ou autre, où elle vend sa maison, du coup elle a pu où elle se fait saisir sa maison. Et donc elle nous a contactés pour dire moi j'ai besoin d'une solution et on lui a racheté sa maison temporairement. Du coup on lui a financé 60% de sa maison. Voilà. Elle a pu rembourser ses dettes et derrière il faut qu'on comprenne aussi comment elle va rembourser parce que chacune de ces personnes-là il faut quand même à un moment donné qu'elle à un horizon 1 à 5 ans, si je comprends bien, c'est ça. Doit rembourser Exactement.
crédit. Donc si c'est reculé pour pas sauter, du coup, en fait, ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne va pas aider la personne. Là, on savait qu'elle avait du patrimoine, sa mère disposait d'un appartement qu'elle allait quitter parce qu'elle allait dans un foyer, donc cet appartement pouvait être vendu et lui permettrait de rembourser. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et voilà, elle a pu rembourser toutes ses dettes et on va pouvoir rembourser notre crédit, on va dire, comme prévu. Donc ça, c'est chouette. Après, donc il y a une dimension en plus sociale et solidaire dans ces investissements. C'est-à-dire que là, on va vraiment aider quelqu'un qui avait besoin d'aide. Qui n'avait pas de solution. Qui n'avait pas de solution sur le marché bancaire. Voilà, le refinancement hypothécaire, les banques le font pas trop en France. C'est un système plutôt anglo-saxon. Donc ça ne marche pas très bien et nous, ça nous permet, alors si on se place du point de vue investisseur, tu vas mettre 1 euro dans un truc avec un collatéral qui fait 1,5. Donc ton capital est plutôt pas mal protégé. Si ça ne marche pas, vous récupérez l'actif à 100%, vous êtes propriétaire à 100% de la maison, que demain vous allez le revendre et il y a bonne chance que ça vaille quand même plus que le prix que vous avez. Plus que les 60%. Plus que les 60%, voilà, le crédit que vous avez accordé. Et donc, entre guillemets, le capital est bien protégé. Voilà. Donc, c'est intéressant d'un point de vue investisseur. C'est ça. Donc, où on le vend 60% de sa valeur et on récupère notre investissement, mais en face, l'ancien propriétaire ne va pas récupérer une sorte de soute. Ou si la personne n'est pas en mesure de racheter son bien, de toute façon, elle sait que le bien va être vendu si ça ne marche pas. Et que nous, il faut qu'on le vende à minimum à 60. Alors, c'est pas pour ça qu'on va le vendre à la casse. L'idée, c'est de maximiser le prix de vente. D'ailleurs, il y a un sujet sur, on l'avait estimé 100, le marché a fait que maintenant ça vaut 110. Est-ce qu'on ne partage pas un peu la plus-value au-delà des 100 ça marche pas ça. Alors, c'est pas encore, on en parlait tout à l'heure, le cycle n'est pas tellement à la hausse folle, donc on n'a pas prévu ça. Enfin, on a intellectualisé, mais on ne l'a pas encore mis en œuvre. Mais tu penses que légalement c'est possible de contractualiser ça Parce que du coup, quand tu peux être propriétaire, il y a un acte de propriété quand même, il y a quelque chose qui. Tu passes chez le notaire. C'est une vente avec faculté de rachat. Et effectivement, la version 1.0, c'est tu achètes un objet 60 et la personne, si elle ne rachète pas, tu le vends 100 et tu récupères tout. Donc tu fais une très très bonne performance financière, mais tu as littéralement dépouillé quelqu'un en face de toi. Donc de la détresse d'une personne, toi tu vas pouvoir en tirer un profit. Mais c'est marrant parce qu'on a parlé ça en 2016-2017. Elle m'a dit mais tu devrais financer du réméré, c'est génial. Tu t'achètes un truc 60, si la personne n'est pas capable de racheter, tu le revends 100, tu fais un intérêt incroyable. Et là je me dis, c'est quand même un peu dur comme système. Tu mets quelqu'un dehors, tu le dépouilles littéralement. Et les Freddie Mac et les 2008 finalement, c'était un peu ça. Ils finançaient aussi des dettes. C'est refinançaient des emprunteurs. Le remortgaging, le remortgaging. C'est un peu le même système, mais qui est basé sur, comme ta valeur d'actif augmente, tu peux te rendetter dessus. Voilà. Là, on fait ça, mais on ne va pas financer l'augmentation de la valeur. On va dire ton bien il est libre de dette et tu as du cash qui est bloqué dedans. Et on va te le libérer. Et vous n'avez jamais connu de grosses galères là-dessus? Pas de défaut? Non. Alors, on a testé ce produit avec un premier financement à 45 000 euros. Parce que ce que je te disais tout à l'heure dans le podcast, c'est que l'innovation en finance, c'est un peu l'ennemi du développement. C'est-à-dire que tu peux arriver avec une super idée que tu trouves géniale. On s'est dit, on va proposer ça, on va dire aux gens, on refinance un bien, on achète 60% de sa valeur, on vous propose un rendement à 7% par an, versé mensuellement. Ça a fait plouf. Ça a fait plouf. C'est pour ça qu'on l'a testé sur un petit produit à 45 000 euros en se disant, on sait que dans notre communauté d'investisseurs, il y en a quelques-uns qui vont se dire, qui vont comprendre le truc, qui vont y aller. Les autres, ils ont besoin d'avoir quelques projets en phase 2, en se disant, ok, on comprend bien comment ça marche, ça a déjà été fait, et on va y aller. Et donc là, on en est au 5e ou 6e projet qu'on a financé. Super. Donc ça commence à prendre, et surtout, ce qu'on a mis en avant, c'était le côté social et solidaire. En disant, vous voyez, vous avez un rendement qui est un peu moins élevé que d'habitude, par contre, votre argent, 100%, c'est quand même déjà. C'est pas si mal. Super sympa. C'est pas si mal. Versé mensuellement. Avec, comme on l'a dit tout à l'heure, une protection sur le capital qui est assez forte. Comment tu fais pour verser mensuellement du coup? Alors, on va financer 60% de la valeur du bien. Sur ces 60%, on va prendre nos frais et on va séquestrer 2 ans de distribution. D'accord. Comme ça, la personne qui se refinance, en fait, elle n'a pas d'effort d'épargne à faire, parce qu'elle devient locataire techniquement.
elle n'a pas de loyer à distribuer. Donc nous, on a l'argent qu'on distribue. Okay. Et donc le côté social et solidaire, nous on était très contents de le mettre en avant, mais les premières objections ça a été ouais mais ça paye beaucoup moins que d'habitude quoi. Donc non, ça m'intéresse pas. J'attends le prochain projet à 12%. Donc on était un peu déçus parce que voilà, on avait trouvé une structuration qu'on trouvait chouette, qui aide des gens. Là on a autant sur nos produits, on va dire, historiques de financement de la promotion, on finance le développement, donc il y a quand même une sorte d'utilité que tu vois directement. Mais là, en plus, tu avais un côté social et solidaire, donc on trouvait ça chouette. Il ne faut pas désespérer, je pense que à tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez envie de prendre part à des projets immobiliers, mais aussi effectivement qui vont vraiment changer radicalement, aider des personnes qui sont peut-être coincé là, dans une situation financière compliquée, c'est peut-être un super moyen, avec en plus un rendement qui est déjà vraiment pas mal, mais aussi, comme on l'a dit, d'ailleurs, une garantie de capital qui me paraît moins évidente. Quoi. Mais voilà, au bout d'un an, parce que ça fait un an qu'on lance ces produits-là, on commence à avoir la mécanique du social et solidaire qui arrive. En se disant, on a des gens qui font un retour en disant, mais ok, ce type de produit, je les regarde un peu plus superficiellement parce que j'ai compris comment ça marchait. Mais surtout, voilà, je sais que c'est dénué des situations. Voilà. Là, on a financé un projet, un jeune papa qui a divorcé et pour qu'il puisse rester avec ses 2 enfants dans son appartement, a besoin de refinancer son bien. Voilà. Donc on lui a apporté des fonds et voilà, grâce à ça, il peut rester chez lui avec ses 2 enfants. Il a 2 ans pour trouver une situation où il va pouvoir emprunter. Alors il y a des histoires d'avance sur l'héritage possible aussi, donc on a différentes pistes de sortie, mais voilà, on a encore aidé quelqu'un. Et ça c'est pour les personnes physiques. On a les personnes morales aussi, donc les sociétés qui viennent nous voir en disant ouais, est-ce que vous financez ce projet-là? Je fais, ça on ne sait pas faire, donc on sait faire de l'immobilier ou du développement, et ok, mais moi c'est pour un truc dans l'immobilier, mais j'ai un actif à mettre en garantie. Bah voilà, on va faire pareil. On va dire l'actif, on va le faire valoriser. On dit il vaut 100. On va vous prêter 60 sur la valeur du bien. Vous faites votre projet de l'autre côté. Et normalement, si le projet se passe bien, vous récupérez du cash, vous pouvez nous rembourser. Et si malheureusement ça ne marche pas, bah, on a le bien collatéral. Donc on sera en mesure de le mettre en vente pour récupérer nos sous. Donc bien sûr, on n'est pas dogmatique. Donc s'il faut 1 mois, 2 mois de plus, on va commencer à y réfléchir. Et voilà, ça fait un peu de rendement en plus pour les investisseurs. On n'est pas bête et méchant. Mais disons que voilà, alors tu rentres dans une thématique un peu proche du sell and leaseback ou du refinancement hypothécaire. Et donc là, on pense qu'on a un marché vraiment génial, important à adresser. Je t'entends, même en tant que particulier, peut-être voilà, effectivement plus âgé, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai peut-être une maison déjà payée, j'ai envie en fait, je me rends compte, je sais pas, à 40, 50 ans, 40 n'est pas très âgé. Ça va. Un peu plus vieux que ça, voilà, tu te dis mince, j'aurais pas pu investir tout ce que j'aurais voulu. Je viens de voir et je peux lancer des projets qui vont générer des revenus, alors tu fais que du financement immobilier bien sûr, donc il faut que ce soit des projets immobiliers, mais disons que nous on va s'appuyer sur un bien immobilier pour faire ce financement. Après, si toi ton projet il est autre, on va être en mesure de le comprendre, mais pas forcément aussi finement que notre spécialité qui est l'immobilier. Mais si a priori la maturité de ton investissement permet de nous rembourser en temps et en heure, voilà, on va s'appuyer sur l'immobilier. Donc tu n'auras pas forcément qu'un projet immobilier. Tu vois, on a des personnes morales qui viennent sur des projets de restructuration en disant voilà, là on a souffert un peu du Covid, on a besoin d'un peu de sous là pour réinjecter ici, pour recréer du revenu et on vous rembourse tant. Mais c'est l'investissement dans les sociétés, ce que nous on ne sait pas bien faire, on ne sait pas le faire. Donc, mais par contre, on dit j'ai ce bien qui génère du revenu, sur lequel il n'y a pas de dette. Et autre point que tu évoques pour l'anecdote sur la retraite, c'est de te dire j'ai des investissements immobiliers, mais j'ai du cash qui est bloqué dedans. Et peut-être que j'aimerais vivre un peu différemment en disant je vais récupérer ce cash parce que je veux voyager, je veux ou faire des investissements, peu importe, mais j'ai tout ce cash qui est bloqué là, donc je vais pouvoir le libérer. Donc c'est une forme de viager dans ce cas-là. Et ça, c'est une thématique qui est très actuelle de dégager du cash sur des biens immobiliers en disant l'argent il est là, alors il est bloqué pour plein de bonnes raisons et je ne peux pas en jouir. Mais si je veux être retraité et doper un peu mon rythme de vie parce que je suis un peu juste avec ma retraite, je peux récupérer ce cash avec différents mécanismes, dont le refinancement hypothécaire. Et donc là, on se dit il y a un marché qui peut être sympa.
Génial. Bah, écoute, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. On en revient à cette histoire de retraite. C'est vrai. Tu nous as offert même une solution pour demain pimper nos retraites, rendre ça plus sympa, lancer d'autres projets. Ok, hyper intéressant. Bah, écoute, je suis ravi de l'apprendre parce que moi je suis auto-activisé depuis quelques temps maintenant, mais j'ignorais que vous aviez ce nouveau produit. Je trouve ça hyper canon. Ouais, il est assez récent et en fait on en est assez content et on va le mettre enfin on a quelques dizaines de projets dans les tuyaux là qu'on va essayer de présenter dans les mois à venir et on se dit que c'est, tu vois, on arrive, moi l'idée en montant Upstone, ce que j'aurais pu évoquer il y a peut-être une heure maintenant, c'est je voulais faire une plateforme d'investissement en immobilier. Et c'est vrai que je me suis dit, là on a trouvé un produit qui est court terme, le financement de la promotion, les marchands de biens qui durent aller 1 an, 2 ans, 3 ans, sur lesquels il y a un montant qui est assez élevé, mais il y a les CPI là, qui permettent d'investir sur du patrimoine long terme. Est-ce que ça vaut le coup de trouver un moyen de réunir des gens sur de l'investissement long terme pour acheter des commerces en pied d'immeuble? Ça c'était plus compliqué à mettre en œuvre parce que puis réunir des gens dans des sociétés, il y a le formalisme, il y a des AG à organiser, il y a la liquidité qui est trop compliquée. Je me suis dit, je vais vendre des CPI. Donc je suis allé taper à la porte de la BNP. C'est ça qui n'a pas marché en fait tout à l'heure, ce que j'ai fait. C'est de dire, je suis allé taper à la porte de la BNP, je leur ai dit, c'est marrant, votre process de commercialisation il est quand même très B2B2C papier. Ça n'existe plus le papier, les gars. Il faut commercialiser, digitaliser. Hein. Vous recevez des ordres de souscription. Il y a quelqu'un qui vous a complété un dossier dans lequel vous avez sa pièce d'identité imprimée, son justificatif de domicile imprimé, son KYC qui est rempli à la main, un chèque. Ensuite, vous avez 3 personnes en back-office qui vont rentrer tout ça dans le système. Intuitivement, est-ce que vous n'avez pas envie que ce soit automatique ça? Un site, une plateforme qui fait tout ça. Exactement. Et je leur ai dit, moi j'ai développé ça. C'est pas exactement sur votre produit, mais à peu de choses près, on va pouvoir l'améliorer. Et ils m'ont dit, ah ouais, génial, ok, super. Réfléchissons. Alors, tu vois, le fameux réfléchissons que j'ai eu déjà à l'époque. Et en fait, à cette époque, on m'a vite mis dans les pattes du responsable de la compliance, de la conformité, et du responsable juridique, qui m'ont dit, attends, là c'est la signature électronique ton truc. Et ouais, comme ça, tu vois, on signe de chez nous, on remplit sur son canapé, on n'a pas obligé de rencontrer quelqu'un, enfin, on fait ça en asynchrone, et puis surtout, tout ça est archivé électroniquement, enfin voilà, ça évite d'avoir du papier, des erreurs de recopie, de traitement. Est-ce que tu as une note d'un cabinet d'avocats qui nous atteste que la signature électronique, elle est juridiquement correcte? Je dis, voilà, il y a l'article de loi de 2001 qui dit la signature électronique aux signatures de papier. Ouais. D'accord, mais tu pourrais pas quand même demander, je sais que ça va te coûter un peu d'argent, demander à un cabinet d'avocats de nous attester que ça marche bien. Hein. Je dis, non, non, je vais pas dépenser de l'argent là-dedans, puisqu'il n'y a pas besoin en fait, ça marche. Et ok, alors qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas de fraude possible sur la signature électronique? Je dis, signature électronique, donc il y a un code de vérification, il y a un code d'accès, déjà il faut se connecter sur son profil avec un code d'accès personnalisé, il y a un SMS qui est envoyé sur le téléphone. Tu vois, il y a un certain nombre d'authentifications qui font que le risque de fraude il est assez réduit. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il est assez réduit. Et si on le découvre a posteriori, on sait sur quel téléphone c'est arrivé, on sait où était la personne, on sait quel OS qu'elle a utilisé. Enfin, il y a de la traçabilité. Quoi. Et elle me fait, donc un couple qui se sépare, madame prend le téléphone de monsieur, fait des investissements. Donc on peut le savoir. Je fais, oui, mais ça n'exclut pas la fraude. Je fais, ok, on va rajouter une étape. On va prendre une photo au moment de la signature. Donc tu vois si la photo match avec la pièce d'identité. Et c'est un peu de traitement à mettre en place, mais ça se fait. Il me dit, ok. Mais si j'imprime une photo en 3x4 et que je la mets devant moi, ton ordinateur il fait la différence? Dans ces cas-là, on demande 3 photos d'affilée. Comme ça fait une petite animation, on demande à la personne de bouger. Mais si j'imprime 3 photos en 3x4. Donc voilà, la conclusion c'était qu'en gros, ils n'étaient pas prêts. Il n'y a rien qui n'était pas. Le business était prêt, mais derrière la mécanique ne pouvait pas se mettre en place.
Donc en fait, j'ai laissé tomber la distribution des parts de SCPI parce que c'était visiblement trop de boulot, par rapport au business initial qui commençait à bien marcher avec de la récurrence et des nouveaux clients et plein de nouveaux investisseurs. Donc je me suis dit, bon, bah, les CPI peut-être pour plus tard. Et j'ai vu certains de mes confrères se sont mis à commercialiser des CPI depuis. Donc je me suis dit, l'idée n'était pas complètement idiote. Mais entre-temps, le monde a un peu changé, c'est pas mal digitalisé aussi, donc ça aide. Et ça, en fait, ce nouveau produit de refinancement hypothécaire, j'aime bien le présenter comme une SCPI. Sans être une SCPI, parce que quand on passe par les fourches codines de l'AMF, on sait qu'on prend beaucoup de précautions quand on compare des produits financiers. Mais je dis, voilà, regardez, la SCPI, ça vous distribue du rendement en moyenne de 4,4 en revenus fonciers par an, distribué trimestriellement ou mensuellement, selon. Sur un collatéral immobilier. Ouais, sur un collatéral immobilier plutôt commercial, avec 10% de frais d'entrée, pas d'endettement sur les structures. Donc voilà, c'est 1 euro investi et un peu moins d'1 euro. 1 euro dépensé est un peu moins d'1 euro investi, puisqu'il y a des frais, etc. Mais c'est un produit de long terme patrimonial. Nous, on a un truc, pour 1 euro investi, tu as 1,5 euro de collatéral, tu as une distribution qui est à 7% par an versée mensuellement, sans frais d'entrée. Alors, on ne fait pas du patrimonial, on est sur des durées plus courtes, mais on a quelque chose d'un peu similaire. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'on aura réussi à structurer un autre produit un peu chouette, avec une dimension sociale et solidaire, qui distribue régulièrement, avec une grande sécurité. Donc, je trouve ça chouette de me dire on arrive à dégoter des nouvelles structurations de produits sur un sous-jacent immobilier. Alors, ça fait un peu technocrate immobilier présenté comme ça, mais on a trouvé des solutions qui, in fine, rendent service à des gens qui en ont besoin et permettent à des investisseurs de bénéficier d'une opportunité plutôt chouette, quoi. Sous-jacent, collatéral, in fine. Ouais. Là, on a. Merci Arnaud, parce qu'on a eu la chance, là, l'impression d'avoir un cours d'immobilier, de finance surtout. On se refait pas. Mais venant de ta part, je sais que je sais ce que ça vaut, parce que toi-même, tu as formé un bon nombre des personnes qui doivent travailler dans ce secteur-là aujourd'hui. Et c'est passionnant, on aurait pu en parler encore pendant des heures. Déjà, je suis trop content d'avoir appris la création de ce nouveau produit, j'y crois à fond. Ravi de le partager. J'ai envie d'aller là me jeter sur la plateforme, donc Upstone, tout attaché, hein, c'est ça, .fr. UPSTON. Ouais. .co, pardon. Même si on a des projets à proposer, moi si je l'ai pas, mais si j'ai une vieille ferme qui est déjà financée, je vais récupérer un peu de cash, faire autre chose. Ok, je méditerai ça pour vieille ferme ou un appart, tu sais, t'es pas obligé d'aller aussi loin. Voilà. Non, c'est hyper canon. Écoute, le temps tourne et mon agenda va devoir reprendre le dessus bientôt. Donc, je vais te proposer de clôturer presque là cet épisode parce que avant de te remercier, j'ai toujours 5 petites questions que j'aime bien poser à tous mes invités. On a parlé d'immobilier, merci de aussi se poser les méandres, les galères de l'entrepreneuriat et ta création de société. Tu m'as parlé tout à l'heure d'avoir un développeur à Lille ou à Marseille, mais justement en termes d'immobilier maintenant, toi t'es quoi? T'es plutôt Lille ou plutôt Marseille? Alors, aucun des deux. Aucun des deux. Aucun des deux. Ouais, contre-intuitivement, j'ai beau naviguer dans le domaine immobilier depuis très longtemps maintenant. Moi, j'ai juste acheté ma résidence principale en région parisienne. Voilà. Alors, il y a plein de choses qui l'expliquent. J'avais besoin d'argent pour mettre plutôt dans ma société. Et je me suis dit à l'époque, mets sous de côté. Quand tu es entrepreneur, tu peux moins facilement emprunter. Voilà, je vais plutôt mettre dans ma société en me disant c'est mon outil de production et c'est là où j'ai besoin de mettre de l'argent. Si j'investis dans l'immobilier, j'aurai moins de capacité d'investir dans ma boîte. Et puis ça va être hyper contraignant avec un crédit à rembourser. Donc j'ai très peu d'immobilier en fait. Enfin, j'ai un appartement. Voilà, donc là je réfléchis à franchir le cap d'un investissement locatif. Voilà, je me fais un peu violence, mais j'en serais ravi et on en reparlera après. Mais j'ai pas développé un parc d'immobilier qui me permettra d'être rentier et d'aller pêcher. Vu que j'aime pas la pêche, il n'y a pas de souci. Exactement. T'en as pas besoin. T'es déjà bien logé chez toi. À Paris, c'est déjà pas mal. C'est ça. Ok, donc ce sera ni Lille ni Marseille, Paris, résidence principale. Alors si demain justement tu passais le pas d'investissement locatif comme ça, studio, colocation, entre les deux, qu'est-ce qui branche?
Alors, si je devais faire un investissement locatif, je rechercherais quelque chose d'assez core, on va dire. Donc, Core. Ouais, plutôt sans risque, on va dire bien placé, bien situé. Premium. Ouais, premium, avec la contrepartie d'un rendement qui ne sera pas terrible. Ça, je le sais. Alors, tu peux faire des super rendements sur ta plateforme Upstone. Exactement. Non, là, c'est plutôt ouais, visé à avoir un locataire donc, qui va payer son loyer, qui va m'aider à rembourser la dette si ça peut ne pas faire trop d'efforts d'épargne, ce serait pas mal. Je ne chercherai pas un rendement de chiffres, je cherche plutôt un truc sécurisé. Voilà. Okay. En fait, moi j'ai une vision d'immobilier comme ça patrimonial qui est dérisquée. Je pense que si on veut faire des rendements plus forts, il faut peut-être aller sur d'autres classes d'actifs. On peut financer comme on fait très bien sur Upstone des projets de promotion, mais voilà le côté immeuble de rapport où je vais entasser 50 personnes pour faire un rendement à 12 chiffres, je sais que en fait c'est du travail, ni plus ni moins, hein. Ça va demander du temps, donc si je passe pas de temps, il faut que je paye des gens pour le faire, donc en fait l'équation elle a... Et puis j'ai pas la passion de la petite annonce. J'ai des copains comme ça qui ont leurs alertes. Tu gères toi-même, voilà. Potentiellement beaucoup de temps. C'est ça. Et qui ont leurs alertes sur toutes les plateformes pour trouver des appartements à vendre et qui découvrent la pépite au bon moment. Moi, ça m'amuse pas, donc je sais pas le faire et donc ça marche pas. Donc non, je serais plutôt studio ou petite coloc dans Paris, voilà. Dans un quartier un peu sympa. Alors si en plus je peux trouver un prix d'acquisition qui est relativement raisonnable, je n'hésiterai pas, mais bon voilà, ça demande du travail, donc de sourcing, ce qui est loin d'être évident, mais tu connais bien. C'est sûr. Donc ouais, je suis plutôt core market quoi. Je sais pas comment tu le dis toi, mais stratégie nous ce qu'on appelle placement en fait, privilégier l'investissement pour son potentiel. Voilà, on le sait, pas quand même demain, la fin, les jours où on va vivre en milieu urbain, même si certains, le paysage urbain va quand même sûrement beaucoup bouger. On consommera la ville plus de la même manière, c'est une certitude. Et il y a quand même bon à parier que là, voilà, aujourd'hui on s'ouvre, on enregistre les premiers, ça soit quand même toujours un lieu désiré, soit pour y vivre, pour y installer des activités de bureau, de commerce, etc. Il y a un lieu de passage qui est très bien connecté, il y a des ressources autour, il y a des gens qui y vivent de manière concentrée. Et donc, effectivement, voilà, dans ces endroits-là, on va plutôt miser sur le maintien ou une prise de valeur dans le temps, plutôt qu'un rendement, comme tu l'as dit. C'est effectivement pas là on a le meilleur rendement, mais peut-être un moindre risque. Mais voilà, mais même en termes de prise de valeur, si l'investissement reste ISO ou progresse marginalement, ça m'irait très bien. J'aimerais vraiment un truc bien placé, le risque locatif est quasiment nul, avec peu de choses à faire. Bon, on découvre toujours plein de choses quand on est dans l'immobilier. L'immobilier, c'est aussi un bon lot de surprises. Exactement. De temps à autre. Ok, donc tu as répondu super à ma troisième question du même coup, qui était plutôt quartier périphérique, barre d'immeubles, méga rendement ou belle pierre, hyper chère, hyper bien placée. On a ta réponse. On est bon, ça y est. Voilà. Maintenant, si je te disais, Arnaud, tu as la capacité de pouvoir magique de revenir quelques années en arrière, avant la création d'Upstone, même peut-être. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Est-ce que, même en termes de projet immobilier, est-ce qu'il y a des choses que tu ne sélectionnerais pas? Est-ce qu'il y a des projets que vous ne feriez plus? Voilà. Oui, alors c'est marrant, c'est une question rigolote parce que refaire le passé, tu te dis toujours est-ce que je ferais différemment? Ouais, mais en fait, je suis plutôt philosophe en me disant il n'y a pas grand-chose que je referais différemment. Tu vois, peu de regrets. Ouais, puis quand tu fais des erreurs ou que tu fais des choix que tu regrettes un petit peu, bon, tu apprends des trucs aussi, c'est ça qui te fait grandir, c'est ça qui te définit, donc c'est ça qui fait ce que tu es aujourd'hui. Moi, je me sens très bien aujourd'hui dans ma peau, dans ma place, là où je suis. J'aurais pu faire peut-être des choses mieux, des choses, voilà. Mais, donc en termes pro, non, voilà, même les décisions qui n'étaient pas si bonnes que ça, je pense que je les reprendrai aussi parce que c'est ce qui me fait arriver là aujourd'hui. Après, en termes immobiliers, là, oui, j'ai des choses que j'aurais aimé faire différemment. Tu vois, j'ai commencé à être expat. Quand tu es expat, tout le monde t'explique, c'est comme
le Graal, quoi. Tu gagnes de l'argent, tu dépenses rien parce que tu es logé et nourri sur place, donc tu as une capacité d'investissement qui est démentielle. Et je me suis dit, bah ouais, je suis pas plus bête que les autres, donc c'était en 2006 que je suis parti à Madagascar, donc t'imagines, tu visualises les prix de l'immobilier à Paris à cette époque, quoi, hein. Voilà, et je me souviens m'être dit, je vais visiter, j'avais visité un 20 mètres carrés peut-être, ou 25 mètres carrés à République, qui coûtait 100 000 euros. J'ai encore le chiffre en tête pour dire que je l'ai encore en tête. Hein, tu vois. 25 mètres carrés. Et 100 000 euros. Pas très loin alors la place de la République n'était pas rénovée, il était pas très loin de mémoire, il n'était pas très loin de la place de la République, et il y avait un potentiel, je crois, de rachat de la part du dessus à un moment donné, parce que tôt ou tard on estimait qu'il allait être à vendre. Et puis j'ai botté en touche en me disant, bon écoute, je verrai ça plus tard. J'ai visité un autre appart, l'île de la Jatte, donc le Valois-Neuilly. Génial. Voilà, là je me suis dit, moi je viens de la banlieue est, donc l'île de la Jatte, tout ça, ça me paraissait lointain, et je me suis dit, bon en fait je le sens pas, et en fait je regrette parce que moi en plus j'aime bien le 11e République Marais, j'aime bien ce coin-là, donc je me suis dit, en fait j'aurais dû faire cet investissement, j'aurais dû faire parce que bon déjà financièrement c'est sûr, mais à posteriori c'est toujours facile, mais tu vois à l'époque ça me paraissait beaucoup d'argent, hein, par rapport à mon salaire d'époque, de VIE qui pourrait très bien payer malgré tout, hein. Ça me paraissait beaucoup d'argent. Je me suis dit, bon, voilà, c'est se scotcher, les taux étaient aussi beaucoup plus élevés. Donc je ne l'ai pas fait, et en fait je me dis, c'est vraiment trop bête. Alors après, j'aurais trop le process. Je me dis, si je l'avais fait, est-ce que j'aurais pu financer mes études supérieures après? Est-ce que j'aurais pu monter une boîte? Voilà, les choses auraient été certainement très différentes, mais j'ai vu des opportunités, et j'aurais pu les saisir, quoi. Et c'est dommage. Il y en aura. La bonne chose à se dire, c'est que finalement, tu en as vu à l'époque, tu es aussi encore plus capable, même aujourd'hui, je pense, d'en voir, parce que c'est en partie ton métier quand même. Donc tu vas visiter des opportunités de temps à autre. Donc il y en a encore à saisir. Oui, mais j'ai toujours été très pessimiste, comme je disais tout à l'heure, sur le marché parisien, en disant le marché est beaucoup trop élevé, ces prix sont complètement débiles. Et résultat, voilà. Tous ceux qui ont investi m'ont donné tort. Tous ceux qui ont investi m'ont donné tort. On te souhaite de ne jamais avoir raison, Arnaud. Voilà, exactement. Et dis-nous ce que tu ne ferais pas. Comme ça, nous, on investit. J'hésiterai pas, je vais ouvrir un blog, je pense. Alors, surtout, ça va faire la liaison parfaite avec ma 5e et dernière question avant de se quitter. C'est, voilà, on a un petit chute de micro. Technique, le chute de micro. Si on donnait 10 millions d'euros pour acheter n'importe quel projet immobilier, qu'est-ce que tu achèterais? Tu as 10 millions d'euros sur ton compte là, qui tombent, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais surtout pas acheter des vélos, que de l'IMO. Qu'est-ce que tu fais avec? Raconte-moi. Bon, alors 10 millions d'euros, c'est un peu le syndrome vendredi, tu joues au loto, si tu gagnes, qu'est-ce que tu fais, quoi. Mais là, on est sûr, tu peux les dépenser que dans l'immobilier. Que dans l'immobilier. Ouais. Qu'est-ce que je fais à 10 millions d'euros, je pense que je m'achète l'appartement de mes rêves dans Paris. Ouais. Voilà. Il coûte pas loin de ça, du coup, déjà? Il coûte un peu moins. En fait, tu peux en trouver, je pense, à ce prix-là, qui sont très cool, hein. Mais après, tu es un peu surexposé à un actif qui coûte probablement très cher en taxes et à entretenir. Donc, l'idée, ce serait d'en mettre une partie dans un appart qui me plaît bien, et surtout dans lequel je me vois pendant un bon paquet d'années, qui est suffisamment grand, dans le quartier que j'aime bien. Et après, qu'est-ce que je fais du reste? Je suis partagé entre ma paroisse et l'investissement, en me disant, avec 10 millions d'euros, j'ai de quoi amorcer le fonds que j'ai envie de créer sur cette thématique d'investissement social et solidaire. En me disant, c'est une thèse qui mérite d'être développée, qui marche très très bien dans un fonds d'investissement sur lequel je pourrais faire venir d'autres gens, et on aurait ce serait un peu le seed, l'amorce de ce fonds dans lequel je pourrais faire venir d'autres gens et faire grossir la pelote. Donc, ce serait de l'immobilier indirect, a priori, qui servirait un petit peu la cause qu'on développe en ce moment. Après, je pense qu'il y a comme une partie, pour faire un peu comme tout le monde, tu vois, j'achèterais bien peut-être 2-3 studios, histoire de faire un fonds de patrimoine. Sur la thèse de ta première question, dans quoi tu investirais, des appartements qui sont bien placés, dont la valeur est à peu près constante, qui se louent très bien. J'en ferai pas 10 millions parce que c'est pas ce qui va m'amuser, je pense.
j'en ferai 2-3 histoire d'en avoir. Mais je pense que ce sera une bonne amorce pour continuer à développer des projets de financement. Voilà. Ok. Mais tu sauras quoi faire en tout cas avec ces 10 millions d'euros. Là, j'en doute pas. Tu as les bonnes cartes en main pour les placer et puis vivre une retraite à la pêche tranquille. Sans jamais pêcher de poisson. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, Arnaud, je suis frustré parce que j'ai le sentiment qu'on aurait pu encore creuser et j'ai encore tellement de questions à te poser sur plein d'autres sujets, mais on a déjà évoqué pas mal de choses, notamment les galères que ça peut représenter de monter sa boîte dans un secteur réglementé ou compliqué techniquement aussi, même de créer tout ça. Et puis en tout cas, hyper intéressant de voir ces nouveaux produits, ces nouvelles innovations financières que vous parvenez à développer. Je vais le temps qu'on parlait, je suis allé balader sur ton site, je vais aller explorer tout ça parce que je trouve ça génial. Donc voilà, si vous aussi vous avez l'envie de prendre part à ces projets même immobiliers et solidaires, n'hésitez pas à vous rendre sur upstone.co. Inscrivez-vous sur Upstone. Voilà. On sera ravis de partager tout ça avec vous. Et puis écoute, moi il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon trip en vélo. Bon courage, bonne crise de la quarantaine. Merci. Voilà. Et puis tu nous raconteras ça une prochaine fois, j'espère. Ouais, la semaine prochaine, on fait le deuxième épisode. J'aurai les jambes un peu lourdes, mais je serai ravi d'être là. Merci Arnaud en tout cas, un plaisir de t'avoir reçu. Puis à très bientôt, j'espère. Merci Martin. Salut.